Je vous redis bonsoir et bienvenue, et merci encore à l'équipe de la médiathèque de Lille, de la médiathèque Jean Lévy, sous l'autorité de Jérémy Vernach, de nous accueillir ce soir en cette fin de journée paisible, pour le moment, où nous allons parler de la langue française. Juste ce que je voulais dire, c'est que après la modération par Bernard Sacchiglini, les interventions d'Anne Abbayer et de Daniel Godard, vers 20h30, ce sera le temps des questions venant de la salle, mais ce n'est pas Bernard Sacchiglini qui distribuera la parole. Je ne le remplacerai pas, mais j'officierai au moment où il sera obligé de partir, et je voulais vous le dire pour que vous ne demandiez pas où il disparaît dans la nuit noire. Voilà. Donc, après ces quelques minutes de bienvenue, je passe le micro à Bernard qui va ouvrir la séance. Merci Véronique, et je vous présente toutes mes excuses. À 20h30, je devrais partir. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, chère Véronique, cher ami, j'ai l'honneur ce soir d'animer une discussion avec les deux maîtresses d'ouvrage et maîtresses d'œuvre également de cette grande grammaire du français qui est un chef-d'œuvre. Et donc, avant de lancer la discussion, je crois que je vais demander à Daniel et à Anne de se présenter en quelques mots, et puis nous lancerons la discussion. Daniel ? Oui, donc je m'appelle Daniel Godard. J'ai d'abord été professeur de lycée, et puis ensuite je suis entrée au CNRS. Et c'est en tant que CNRS que j'ai pu m'adonner à ce gros travail. J'étais à l'université qui s'appelait à l'époque Paris 7 Diderot, qui s'appelle maintenant simplement Université de Paris. Cité. Voilà. Donc c'est un projet tout de même qu'on a commencé ensemble il y a presque 20 ans, qui s'est bien heureusement fini. Voilà. Donc je suis Anne Abbayer, je suis normalienne agrégée de lettres. J'ai fait ma thèse sur une grammaire pour ordinateur, et il y avait beaucoup de règles, mais c'était quand même beaucoup plus facile qu'une grammaire pour humains, puisque j'ai pu le faire en 3-4 ans. Et j'étais toute seule. Alors que pour cette grammaire pour humains, et qui décrit tous les usages des humains, on a dû être 60 et on a mis 20 ans. Et donc je suis professeure dans la même université, dans le même laboratoire, qui est un laboratoire CNRS, où était Daniel, et on travaille ensemble depuis de longues années. On a réussi à ne pas se fâcher. Même si des fois on n'était pas d'accord, parce qu'il y a des débats très, très vifs sur la langue et l'analyse de la langue. Et est-ce que aujourd'hui un nom, ou un pronom, ou un adverbe, ou une préposition? Mais on pourra en reparler. Je crois qu'on ne va pas manquer d'en parler. Et je tiens à féliciter les responsables de Cité Philo pour le titre donné à la rencontre. Quel français parlons-nous? On pourrait réfléchir à cette formule qui est remarquable. D'abord, quel français est au singulier? On pourrait ajouter un S. Et c'est une question que je poserai aux deux linguistes. Est-ce qu'il y a un français? Est-ce qu'il y a plusieurs français? Quel français avec un S parlons-nous? Et puis, comme il s'agit de grammaire, c'est quel français parlons-nous? De fait. Et non pas quel français devons-nous parler? D'habitude, la grammaire est, comme on dit, normative. Elle nous enseigne ce qu'il faut dire. Il y a quelques kilomètres d'ici, de l'autre côté de la frontière, une excellente grammaire qui s'appelle le bon usage, qui a été créée par Maurice Grevis, et qui dit quel est l'usage. Donc la grammaire, d'habitude, c'est quel français devons-nous parler? Là, c'est quel français parlons-nous? Et peut-être même au pluriel. Donc nous sommes dans la description presque clinique de la variété du français. Le titre est bien choisi pour ça. Et puis autour de la grande grammaire du français. Et merci beaucoup d'avoir consacré une soirée à ce chef-d'œuvre au sens ancien et au sens moderne. C'est un travail considérable, 2600 pages, 30 000 exemples,
500 écrivains cités, une équipe de près de 60 linguistes travaillants. C'est un chef-d'œuvre au sens des compagnons du devoir, ou des compagnonnes du devoir, puisqu'on a féminisé, on m'a demandé en particulier de féminiser tout le vocabulaire des compagnons du devoir, et j'ai passé un après-midi à discuter sur compagnons, compagnonnes, etc. Je ferme la parenthèse. Donc vous êtes des compagnons du devoir, et une grande grammaire publiée, c'est notable, je tiens à le dire dès le début, par Actes Sud, cet admirable éditeur à qui nous devons une ouverture sur la littérature mondiale et qui a pris le risque de publier une grammaire en 2 volumes de 1600 pages associée à l'Imprimerie nationale. C'est une association très intéressante et qui peut nous faire réfléchir. La grammaire, elle était souvent venue de la part d'individus. Des grammaires, la grammaire Larousse par exemple. Et puis il y a eu des grammaires officielles, des grammaires nationales. Je ne citerai pas la grammaire de l'Académie française de 1932, elle est tellement mauvaise qu'il vaut mieux l'oublier, mais quand on dit imprimerie nationale, on pense aussi grammaire officielle. Il y a eu une grammaire nationale au XIXe siècle. Publier une grammaire, et je pose déjà la question aux 2 linguistes, à l'imprimerie nationale, c'est déjà participer un peu d'une vision officielle. Hein ? Alors, ma première question, c'est où se situe-t-elle dans cette tradition de grammaire ? J'ai coutume de dire que le français est une langue de grammairiens, mais de grammairiens gaulois, c'est-à-dire que nous sommes passionnés par la langue, mais nous cessons de nous quereller. Langue de grammairiens parce qu'il y a des grammaires du français depuis le XIVe siècle, en Angleterre, il est vrai, et sur le continent depuis le XVIe siècle, et nous ne cessons de nous corréler, puisque le premier texte écrit en français sur la langue française, c'est un pamphlet contre l'orthographe traditionnelle. Et la querelle, c'est un sport national. Donc, une tradition ancienne de grammairiens descripteurs, de grammairiens normatifs, toute une tradition avec cette grande grammaire en 2600 pages, publiée à la fois chez un éditeur privé, ouvert à la littérature, ouvert au monde, et à l'imprimerie nationale. Quelle est votre position ? Je dirais, vous avez publié chez un double éditeur, vous êtes héritière de toute une tradition qui commence au XVIe siècle. D'abord, comment vous situez-vous ? Où êtes-vous dans cette tradition ? Oui, d'abord, comme tu l'as dit Bernard, c'est une grammaire qui est une grammaire d'observation. Notre point est d'essayer de décrire la langue telle qu'elle est parlée, telle qu'elle est écrite, dans tous ses usages. Donc on a quand même quelque chose qui est de 2 choses. D'une part, c'est de l'ordre de l'observation, ce n'est pas de l'ordre du normatif. Et d'autre part, ça a une ambition plus ou moins d'exhaustivité. Alors, du point de vue de la tradition qui veut une grammaire d'observation et non une grammaire normative, en fait, on est la suite de Damoret-et-Pichon. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de Damoret-et-Pichon, mais c'était 2 personnes, pas grammairiennes, pas linguistes pour dessous, qui un jour ont décidé de faire une grammaire. Et cette grammaire a duré de 1911 à 1936. Donc, on n'est pas très loin. 5 volumes. Oui, 6, oui, à peu près. Et c'est une grammaire qui déjà essayait de prendre en compte vraiment des usages tout à fait variés. Ils avaient pris l'habitude de bon, c'est plus ou moins, évidemment, c'était quand même un petit peu artisanal. Donc, ils recueillaient des phrases telles qu'elles étaient prononcées dans les autobus et des choses comme ça. Mais c'était déjà une tentative très intéressante. Bon, ce qui les a plombés, c'est qu'ils ont voulu faire œuvre théorique et qu'ils ont tout redéfini, tout, avec leur vocabulaire, souvent inspiré de la psycho, de la psychanalyse. Voilà. C'est absolument impossible à lire aujourd'hui, à moins d'avoir un problème particulier à aller regarder. Et là, on trouve de la matière. Bon, ça m'est arrivé, et vraiment sur les relatives, il y a vraiment de la matière, mais c'est assez difficile à lire. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, c'est ces 2 qu'on hérite. Alors, eux n'ont pas publié du tout de manière officielle. Hein. C'était les éditions d'Artray, qui, je crois, n'ont pas fait leur beurre avec ça, mais
Voilà. Ça a été republié il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça ne devait pas être aussi terrible. Alors on peut ajouter Pichon était psychiatre et gagnait bien sa vie, puisqu'il c'était le maître de Jacques Lacan. Hein. Et justement, il disait qu'il fallait que pour lui, l'œuvre du grammairien, c'était de faire émerger à la conscience ce qui était inconscient. Donc il avait cette idée de règles inconscientes qu'on observe sans le savoir et sans qu'on nous le dise. Parce que l'apprentissage de la grammaire à l'école, c'est en fait un apprentissage de l'orthographe. L'apprentissage de la grammaire, en réalité, elle se fait spontanément, par imprégnation, et on connaît la grammaire tout simplement parce qu'on fait des phrases, parce qu'on ne parle pas en liste de mots, on fait sujet, verbe, complément, avant même de savoir écrire. Donc l'enfant francophone apprend la grammaire spontanément. Mais il applique des règles sans avoir le métalangage, sans savoir ce que c'est un déterminant ou une préposition, mais spontanément, il met le déterminant le avant le nom chien et pas l'inverse. Ça existe dans d'autres langues du monde, mais pas en français. Spontanément, il accorde ce déterminant en genre et en nombre avec le nom. Il dit le chien et la chienne. Et c'est ça, ce genre de règle fondamentale qu'il s'agit de mettre au jour. Alors, il y en a plein d'autres, mais c'était un peu ça c'est un peu le point commun. Maintenant, il faut dire que Dame-Brette-Émile Pichon était parisien. Il décrivait donc le français oral, pas seulement le français des écrivains, mais le français de Paris. Et une nouveauté de notre point de vue qui tient à l'évolution même du français. Il y a plus de locuteurs du français hors de France que sur le territoire français. Donc c'est une grammaire internationale. Parmi les 60 linguistes qui ont collaboré, il y en a près de la moitié qui ne sont pas en France, qui ne sont pas français. Donc ils sont en Belgique, en Suisse, au Québec, même au Brésil, en Israël. Donc il y a toute une francophonie qui est aussi mobilisée. Et ce que je voulais dire aussi, donc c'est que effectivement, on a d'un côté des grammaires plus prescriptives, le bon usage basé sur la littérature, l'écrit, un écrit normé, et il y a peu de grammaires qui intègrent l'oral, et les grammaires jusqu'à présent étaient européennes, donc France, Belgique, mais n'intégraient pas le Canada ou l'Afrique ou d'autres variétés. Et donc cette nouvelle grammaire du français prend en compte l'évolution de la langue, donc avec tous ces usages hors de France, et aussi tous ces nouveaux usages écrits, parce que souvent on oppose un écrit normé, soigné, littéraire, et puis un oral plus foisonnant, plus spontané. Donc on bénéficie de corpus oraux enregistrés par des linguistes depuis les années 70. On note pas à la volée un exemple qu'on entend. On peut savoir ce que les gens disent de façon récurrente, ce qui est fréquent, ce qui est nouveau, ce qui est ancien, même à l'oral, on a ces bases de données. Mais on a aussi, depuis le début du XXIe siècle, tous ces écrits sur Internet. Et donc, ce qui est vraiment nouveau aujourd'hui, c'est cette masse d'écrits spontanés, peu normés, souvent avec des fautes d'orthographe, mais qui nous renseignent sur l'usage spontané. On n'a jamais écrit autant en français. Le français témoigne d'une vitalité impressionnante. C'est là, je crois, la 4e ou la 5e langue sur Internet. Donc il y a des sites officiels très, très bien relus, mais il y a aussi tout ce qui est forum, tout ce qui est SMS, tout ce qui est courriel. Et là aussi, en tant que linguiste, on a accès à ces sources-là, parce des collègues ont aussi constitué des bases de données. Donc on a vraiment un matériau très riche et très nouveau de certains points de vue. Et puis évidemment, les linguistes ont travaillé. La linguistique s'est constituée en discipline scientifique et ont publié, mais souvent avec un vocabulaire un peu technique, souvent avec des terminologies incompatibles. Donc il y avait tout ce travail de mise en cohérence, de simplification d'une certaine façon, d'avoir essayé de ne pas avoir trop de jargon, ou en tout cas d'expliquer en termes accessibles toutes ces découvertes, toutes ces généralisations, ou règles si vous voulez, mais règles sous-jacentes, règles profondes mises au jour par les linguistes. Et c'est pour ça aussi que nous avons choisi Actes Sud. Nous ne voulions pas un éditeur universitaire, et Actes Sud nous a fait faire un gros travail justement de vulgarisation au sens noble. On devait avoir un volume, finalement on en a 2, parce qu'on a ajouté des fiches, des tableaux, un glossaire, des encadrés, récapitulatifs,
récapitulatif. Enfin, si vous feuilletez l'ouvrage, vous verrez qu'il y a eu tout un travail de maquette originale pour avoir un maximum de visibilité. Donc Actes Sud, en tant qu'éditeur généraliste, nous a fait faire un travail qui est aussi assez unique, quoi, pour ce genre de matière. Essayons de définir, à partir de ce que vous venez de dire, la spécificité, l'originalité, l'innovation de votre grammaire. D'abord, on a vu un premier point, c'est qu'elle est à la fois officielle et n'est pas officielle. C'est important. Elle a un côté officiel parce que vous avez été soutenu par la délégation générale langue française aux langues de France, que je salue ce soir, que je remercie. Et c'est une commande du CNRS au départ. Ensuite, c'est une commande du CNRS, donc c'est une commande, mais le CNRS, c'est la recherche scientifique, indépendante, bien sûr. Donc il y a un côté officiel, le CNRS, délégation, imprimerie nationale, bien. Et puis un côté indépendant, comme les grammaires Larousse, comme les grammaires Hachette. Et là, c'est la grammaire Actes Sud. La grammaire d'une grande maison d'édition. Et ça, c'est important. Et ça, c'est aussi votre rapport à la littérature. Je trouve, citer plus de 500 écrivains dans une grammaire, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et donc, vous voyez, cette double aspect donne votre liberté. Dans l'histoire de la grammaire, c'est la première fois qu'on a une grammaire à la fois officielle et indépendante et qui joue des deux. Ça, pour moi, c'est clair. Vous l'avez dit, c'est acté. Alors, je verrai un deuxième point, je voudrais bien que vous y reveniez, parce que c'est la facilité de lecture. Daniel vient de le dire. Nous avons connu, nous tous ici, plusieurs années, peut-être plusieurs décennies de linguistique relativement jargonnante, avec des effets parfois que l'on peut regretter dans l'enseignement primaire et scolaire. Je ne rappellerai pas la querelle du prédicat, qui est encore une des querelles auxquelles je faisais allusion, mais il est vrai qu'on a déversé dans les programmes de l'école, des collèges et du lycée, de la linguistique moderne, théorique, qui n'avait pas sa place et qui a troublé les parents, qui a troublé le public, avec parfois des signes de recul en arrière. Donc il y a eu une linguistique jargonnante, et vous, qui êtes de grandes linguistes, publiant des travaux scientifiques, je ne dis pas de jargon, mais avec votre langage, vous avez su aussi dire les choses simplement. C'est-à-dire qu'il y a dans votre grammaire des pronoms, des verbes, des compléments, tout ce que nous connaissons depuis l'école et que nous enseignons à nos enfants. Et ça, c'est vraiment important parce que vous êtes éclairé par la recherche la plus récente, mais vous l'exprimez dans la langue grammaticale de tout le monde. Et après tout, une des choses qui font que nous sommes francophones, c'est que nous savons qu'il y a des sujets, des verbes et des compléments. L'accord du participe passé avec avoir, c'est un des fondements de la francophonie. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître une originalité, donc votre volonté de faire simple? Ah oui, absolument. Sans simplifier. D'autant plus que ça nous a pris un certain nombre d'années. On avait réuni tous les textes de tous les auteurs et il a fallu tout recommencer. Parce que on avait pourtant donné des consignes, mais ça ne suffit pas. Et nos chers collègues n'ont pas l'habitude de travailler tous ensemble. Donc il fallait vraiment mettre ensemble et déjargonner. Et ça nous a pris 5 ans. Donc je pense qu'on peut apprécier. Alors oui, on s'est efforcé de ne pas inventer. On a très peu inventé de vocabulaire pour ce qui est des outils. Alors on a des catégories et des fonctions. Catégorie, c'est le nom, le verbe, l'adjectif, etc. Et les fonctions, c'est sujet, complément. Bon. Donc ça, on se sert dans l'ensemble de tout ce que vous avez appris, je ne sais pas très bien pour les plus jeunes, mais au moins pour les plus anciens, tout ce que vous avez appris à l'école primaire, on s'en sert. Mais on a quand même une grande innovation, c'est qu'on les redéfinit. On a passé beaucoup de temps, beaucoup de discussions
pour s'entendre sur les définitions des catégories. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Qu'est-ce que c'est qu'un verbe? Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif? Comment on les reconnaît? Comment n'importe qui d'entre vous, après ça, peut les reconnaître? Il suffit d'appliquer la définition et vous trouvez. Donc, on a redéfini tout ça. Et ça, c'était aussi un très gros travail. Et puis, on a effectivement, par ailleurs, aussi rendu accessibles les analyses. Parce que, comme ça a été dit, c'est pas nous qui avons inventé toutes les analyses de toutes les constructions qu'on étudie. Dans l'ensemble, on s'est servi, bien entendu, de ce qui existait. Parce que Anne et moi, on a travaillé sur certains sujets, mais seulement sur certains sujets du français. Bien entendu, c'est tous les autres auteurs qui ont travaillé sur les autres sujets. Et ils s'y connaissaient bien mieux que nous, bien évidemment. Donc, on a utilisé ce qui avait été fait et on espère l'avoir rendu accessible. Ça a été vraiment, vraiment un gros travail. Et pour ça, on s'est lu et relu et relu. Voilà. Anne, si tu veux ajouter quelque chose. Non, par exemple, souvent on a un point de vue qu'on appelle graphocentré. Enfin, on est un peu prisonnier de l'écrit. Oui. Ah, vous m'entendez ? Non, je dis que souvent on a un point de vue un petit peu graphocentré, enfin focalisé sur l'écrit. Donc par exemple, on pourrait croire, et c'est un peu ce que font les traitements de texte quand ils comptent le nombre de mots, qu'un mot se repère parce qu'il y a des blancs, les typographes disent des espaces de part et d'autre. Mais en fait non, si un mot c'est une unité insécable et qui est associé un sens et une catégorie, il y en a qui, par les accidents de l'histoire, se retrouvent écrits avec en plusieurs parties. Mais par exemple, pomme de terre, c'est un mot pour nous. C'est pas parce qu'on peut pas dire une pomme nouvelle de terre, on dit une pomme de terre nouvelle. Donc, en dépit des espaces, pomme de terre est un mot. Donc, on a comme ça on essaie d'avoir des critères sur ne serait-ce que ce que c'est qu'un mot. Par exemple, dans les dictionnaires, des fois, on vous parle de locution, avant de, c'est de locution. Alors, locution, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un mot ou deux mots? On peut montrer que c'est deux mots, que c'est avant la préposition qui peut être suivie de ou de que, et on peut les séparer. Justement, c'est pas comme pomme de terre, donc c'est avant même de, avant justement que. Donc, ne serait-ce que cette notion de mot, si elle est valable à l'écrit et à l'oral, on peut pas se servir du critère graphique. Le critère graphique, c'est pas un bon critère. Donc, voilà, redéfinir ce que c'est qu'un mot, redéfinir ce que c'est qu'une phrase. C'est pareil, on a des unités qui ne sont pas des mots, qui sont basées sur des constructions, donc d'autres unités de sens qu'on appelle des phrases. Et on ne peut pas dire une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Enfin, on peut le dire à l'écrit, mais déjà sur Internet, non. Vos SMS, vous ne mettez pas de point en général. Et puis, on a des phrases à l'oral. À l'oral, on repère les mêmes constructions qu'à l'écrit. On a des subordonnées relatives, on a des constructions passives ou des phrases interrogatives. Donc voilà, il faut redéfinir la notion de phrase avec ou sans prédicat, avec ou sans sujet, avec ou sans verbe, puisqu'il y a une grande variété de phrases, mais voilà, c'est un type d'énoncé, un type de construction qui permet d'écrire une situation. Voilà, c'est pas n'importe quel groupe de mots. Donc il y a des règles qui permettent de définir ce que c'est qu'une phrase. Mais voilà, c'est des choses qui ont l'air simples, mais qui, dès qu'on les regarde avec un point de vue plus général, et notamment qui inclut l'oral, deviennent plus complexe, mais aussi plus intéressante. Donc, c'est une grammaire que vous pouvez consulter pour avoir une réponse à la question que vous vous posez. Est-ce que les efforts qu'il a fallu, il faut ou non un S, donc l'accord du participe passé, vous pouvez le consulter pour comme ça une question très, très, très précise et très liée à la norme, on va dire. Et puis peut-être vous serez amené à vous poser d'autres questions ou à voir comment les linguistes travaillent pour se poser d'autres questions. On remet tout à plat, en fait. On remet tout à plat. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'ouvrage, je crois. Et ça, c'est un autre point d'originalité. Toutes vos analyses proviennent de la recherche scientifique la plus récente, la plus solide, la plus argumentée.
Vous n'êtes pas 60, vous êtes 100, vous êtes 200, vous êtes 300. Vous avez fait la synthèse de tout ce que l'on sait actuellement, de plus en pointe et de plus assuré sur la langue française. Et ça, c'est important. Par rapport à la tradition de la grammaire, quelle qu'elle soit, cela n'avait jamais été fait. On pourrait dire que c'est un chef-d'œuvre de vulgarisation scientifique. Vous avez pris tout le savoir solide sur la langue française, de morphologie, syntaxe, et ainsi de suite, et vous en avez fait la synthèse, et vous l'avez énoncé dans une langue simple. C'est de la vulgarisation. C'est très bien. Mais, c'est très très bien, mais vous n'êtes pas astrophysicienne nous expliquant de façon lumineuse ce qu'est un trou noir. Vous êtes des linguistes de la langue française, donc il y a plus que de la vulgarisation. Qu'est-ce qui fait société en France? C'est la langue. Qu'est-ce qui nous unit? C'est la langue. Qu'est-ce qui fonde l'identité nationale? Je cite Michelet, c'est la langue. Donc, publier une grammaire très savante, mais accessible à tous, lisible par tous, c'est plus que de l'excellente vulgarisation, c'est un acte républicain, je dirais. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est un acte républicain, vraiment. Ou démocratique, on ne va pas débattre mais là-dessus. Mais vous êtes d'accord qu'il y a une dimension politique? Oui, oui. Alors, j'en peux aller jusque-là? Je peux vous repasser le micro? Politique au sens noble. Oui, parce que c'est une dimension dont on n'était pas forcément consciente au départ. Il nous semblait qu'en tant que scientifique, on avait une approche objective de la langue. On n'avait pas... Enfin, on peut avoir nos préférences, mais elles ne devaient pas entrer en compte. On ne va pas exclure tel mot ou telle construction parce qu'on la trouve moche. C'est simplement à partir du moment où elle existe, à partir du moment où vous avez plusieurs façons de poser des questions, par exemple, justement, ce qu'il faut se demander, ce qu'on se demande, c'est pourquoi elles coexistent. Pourquoi, depuis le temps qu'on vous dit qu'il faut inverser le sujet, pourquoi vous ne l'inversez pas? Mais parce que justement, ces différentes variantes, puisqu'on parle de variantes, ne sont pas équivalentes. Si vous dites tu sais quoi, c'est pas une vraie question, c'est utilisé comme une amorce pour capter votre intention, pour vous dire je vais vous raconter ou je vais te raconter quelque chose. C'est pas du tout comme que sais-tu. Que sais-tu, d'abord, c'est pas très fréquent, on dira plutôt qu'est-ce que tu sais, mais ça n'a pas du tout le même usage que tu sais quoi. Donc on a vraiment des bonnes raisons d'avoir plusieurs façons de poser la question, avec le mot interrogatif au début de la phrase, avec le mot interrogatif à la fin de la phrase, et c'est pas du tout équivalent. Et donc au lieu de stigmatiser et de dire ah là là, si vous ne mettez pas ne, c'est pas du français, si vous inversez pas le sujet, c'est pas correct, on a envie, on permet aux francophones de se réapproprier la langue parce qu'ils vont retrouver leur usage. Ils vont dire ah ben oui, c'est dans la grammaire, on parle de moi, on parle de la façon dont je parle ou dont j'ai entendu parler, et voilà, quel est le rôle de ne, pourquoi est-ce que ne a disparu à l'oral et disparaît dans les écrits spontanés? C'est parce que le système de la négation a évolué. Alors Daniel est la spécialiste de la négation, mais effectivement ne était négatif, mais c'était en ancien français. À partir du moment où il s'est accompagné d'autres mots comme pas et jamais, c'est eux qui sont devenus négatifs. Et ne tout seul, je ne pense, je ne vois, je ne travaille, ça n'a pas du tout de sens négatif. C'est le ne dit explétif, donc qui est facultatif, et avant que je ne travaille, avant qu'il ne pleuve, ça veut dire avant qu'il pleuve, avant que je travaille. Donc ça n'a pas du tout, le ne tout seul n'a plus du tout ce sens négatif. Donc et on tient compte de l'évolution de la langue. Il peut y avoir des restes d'usage ancien, par exemple je ne peux, je n'ose, voilà, il y a 3 verbes avec lesquels ne est resté négatif, mais on essaye d'être à jour sur les évolutions, et souvent les discours puristes ou normatifs valorisent un état antérieur de la langue. Quand l'Académie vous dit il ne faut pas utiliser est-ce que, c'est moche, enfin bon, ça c'est moche, c'est une affaire de goût, hein, mais quand on dit c'est pas correct, c'est parce que est-ce que
est ancien, on le trouve chez Molière, mais à l'époque, c'était est-ce le cas que. Donc on ne pouvait pas dire est-ce que pour un événement futur, est-ce que tu viendras, est-ce que tu feras ça. Ça, c'est un usage plus récent, voilà, disons fin 19e, début 20e. Donc le vieux stigmate contre est-ce que, c'est simplement un anachronisme. Aujourd'hui, est-ce que a un rôle tout à fait indispensable? Parce que vous ne pouvez pas dire Sorge, le chien. Vous devez dire est-ce que je sors le chien ou juste je sors le chien. Mais vous ne pouvez pas dire Sorge. Finis-je, voilà, à quelle heure finis-je? Non, on peut pas. Il faut dire à quelle heure je finis, à quelle heure est-ce que je finis. Donc il y a quand même beaucoup de cas où on ne peut pas avoir cette fameuse inversion que les puristes voudraient nous informer. Donc il y a quelque chose d'un peu, alors on nous a dit décomplexé ou libérateur ou démocratique, voilà, d'expliquer la variété des usages, pourquoi plusieurs usages coexistent. Et ma foi, ils sont aussi légitimes l'un que l'autre. Après, on a des questions de goût et des questions de situation. Des fois, on dit tu, des fois, on dit vous, mais les deux sont aussi français et aussi utiles. Donc, de la même façon, on pourra dire il pleut, pleut-il, est-ce qu'il pleut? Et puis, pleut-il, c'est un peu comme automobile, c'est désuet, non? Donc, il faut reconnaître qu'il y a des usages qui sont devenus désuets. C'est pour passer sur le problème de la variation, je suppose que tu as dit tout ça. D'accord. Merci pour la transition. Oui, parce que acte politique, bon, on a dit au sens général du terme, mais je crois que c'est important. C'est une grammaire que tout le monde peut lire, mais c'est aussi une grammaire qui va rassurer. Hein? Et là, je crois qu'il faut arriver dans le dur, dans le dur. Hein? Acte politique aussi, c'est une grammaire qui n'est pas normative. Hein? J'ai dit, les Français sont un peuple de grammairiens gaulois, donc ils adorent la langue, ils adorent se quereller au sujet de la langue, mais ils sont toujours dans l'insécurité. Le français est la seule langue dont les locuteurs s'arrêtent parfois en disant « Mais est-ce français ce que je viens de dire ?» Ça vous arrive toujours d'entendre quelqu'un « Est-ce que français ce que je viens de dire ?» Il faut répondre « Oui, puisque tu l'as dit. » Hein? Il y a donc une insécurité incroyable dans cette langue. Et c'est aussi politique que de calmer le jeu et de dire « Attendez, il y a plusieurs façons de s'exprimer. Hein? Et la variation, elle est au cœur de la langue. » C'est politique de dire ça. Et c'est politique aussi de ne pas faire une grammaire normative. Or, la tradition de la grammaire normative, elle remonte à Vaugelas. Jusqu'à nos jours, j'ai évoqué une fois de plus la grammaire de l'Académie française 1932, qui est navrante, bien, mais toute la production, dire et ne pas dire, je veux dire que des gens ont fait des fortunes sur des manuels appliquant, et encore récemment, quelqu'un vient de publier 90 façons de bien parler le français et de ne plus faire de fautes. Hein, donc toutes les semaines, il y a un livre là-dessus. Eh bien, il fallait qu'une grammaire dise, attendez, c'est quand même pas comme ça que ça se passe. Et donc, là, je vous relance, parce que c'est clair, la norme. Où en êtes-vous par rapport à la norme? Ça, c'est le dur de la soirée. Il faut vraiment que vous le disiez par rapport à la norme. Mais, il faut bien qu'il y ait des règles dans la langue. Hein? Donc, où en êtes-vous par rapport à la règle, l'usage, la norme, ainsi de suite? Et on y va. On peut commencer par la norme, parce que je pense que tout le monde ici sait ce que c'est. La norme, en langue, ça existe. La preuve, c'est que les gens se demandent tout le temps s'ils parlent bien. Bon, moi j'avais rencontré une vieille bretonne qui parlait français comme vous et moi, et elle me dit « Oh, moi, je parle pas bien français. » Je lui dis « Ah bon, pourquoi ?»« J'ai pas de subjonctif. » Bon, elle parlait très bien sans subjonctif, je vous assure, mais ça m'a frappé que cette femme avait été élevée à l'école de la République française et qu'on lui avait appris qu'elle ne savait pas parler le français parce qu'elle avait appris le breton. Bon, aujourd'hui, on en est... Ben, je ne suis pas sûre qu'on en soit revenu partout, mais enfin, on sait que plus on sait de langue et mieux on parle. C'est pas compliqué. Bon, alors, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui.
Alors, la norme. Alors, la norme, elle est très importante. Elle existe, mais elle existe, dites-vous bien que c'est une construction sociale. Ce n'est pas une construction linguistique. D'accord ? Alors, l'exemple type, vraiment, c'est pourquoi que tu es venu alors qu'on s'attend dans d'autres variétés à entendre pourquoi est-ce que tu es venu, pourquoi es-tu venu, tout ce que vous voulez. Bon, on a mis le que après pourquoi. Et tout le monde dit, ça, c'est du non-standard. Le non-standard, c'est marqué socialement. C'est marqué socialement. Ça veut dire quoi que c'est marqué socialement ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du français. Parce qu'il y a des constructions en français qui sont des formes de concessives et qui exigent ce que. D'abord, si vous dites aussi vite que tu y ailles, tu seras en retard. Aussi vite que tu y ailles, c'est aussi vite comme pourquoi que tu y ailles, comme pourquoi que tu es venu. C'est exactement la même structure. Vous avez quelque chose qui a été sorti de la phrase, qui est mis à l'initiale, suivi d'un que. Dans un cas, c'est jugé non standard, quand il s'agit d'une interrogative, et dans l'autre cas, quand il s'agit d'une concessive, c'est jugé super chic. D'accord ? C'est pas n'importe qui dit aussi vite que, ou aussi loin que tu partes, ou quel que soit l'énergie que tu y mettes, enfin bon, pas n'importe qui dit ça, d'accord ? C'est jugé super chic. Eh ben, c'est la même chose que pourquoi que. Donc, vous voyez, c'est pas une norme linguistique, c'est une norme sociale. Maintenant, on ne va pas nier que ça existe, la norme sociale. La norme sociale, ça veut dire, il y a des endroits où vous pouvez utiliser ce genre d'expression. Dans votre famille, par exemple, au milieu de vos amis. Mais si vous faites ça le jour où vous êtes interviewé pour un job, je ne sais pas, à la mairie, par exemple, ça risque de vous coûter cher. Donc il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe où, pas n'importe qui. Donc c'est ça qu'on voudrait essayer de faire comprendre aux gens. Il y a de la norme, c'est pas de la linguistique, mais c'est du social. Il ne faut pas avoir honte, c'est parfaitement correct, on s'entend parfaitement bien, on se comprend parfaitement bien, mais il faut savoir que c'est pas bon partout. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est la norme. Alors on n'ignore pas la norme, on le marque, on le note. Donc, voilà. On dit que, par exemple, les phrases sans nœud, les phrases négatives sans nœud sont devenues très courantes. C'est la présence de nœud qui est exceptionnelle, en fait. C'est peut-être 10% des phrases à l'oral, des phrases négatives. Mais enfin, on a des relevés précis, on peut donner des pourcentages précis. Mais le nœud continue à constituer un stéréotype du bien parler, du bien écrire. Donc, on sait que dans certains écrits formels, voilà, il y aura un prix à payer si on ne met pas nœud, donc on le note. Par exemple, malgré que, qui est toujours stigmatisé, on vous dit il faut dire bien que. Ça fait longtemps qu'on a malgré que, et ça s'explique bien, puisque malgré une préposition suivie de que, et il y a beaucoup de subordonnées circonstancielles qui sont construites sur ce moule-là, avant que, pour que, pendant que. Donc il y a des bonnes raisons pour avoir malgré que, mais on note que c'est non standard, on a un signe pour ça, parce que ce sera mal vu. Et... J'ai une question au passage. Y aurait-il caché dans votre grammaire une grammaire normative ? Au cœur de la grammaire, un petit gros vice. Elle n'est pas cachée, non, elle est incluse. La variante, on appelle ça une variante, la variante normée, autant qu'on la connaisse, la variante normée est inclue de la même façon que les variantes plus jeunes ou plus ou de français du Québec, par exemple, parce que cette insécurité linguistique dont tu parlais, elle est vraiment très très fréquente en dehors de la France. Moi, quand j'étais au Québec, les Québécois disaient non, mais nous on parle pas bien, nous notre français, voilà, est-ce que c'est du français? Parce que c'est pas le français de France. Et de quoi est-ce qu'ils avaient honte? Ils avaient honte de ne pas mettre nœud,
Et donc, nous, on peut leur dire, mais vous savez, à Paris, à l'oral, on ne met pas non plus ne. Ils avaient honte de ne pas dire je ferai, mais je vais faire. Voilà, ce futur en aller. Mais en France aussi, à l'oral, le futur en aller est devenu majoritaire par rapport au futur simple. Donc, on pouvait les rassurer en disant, ces évolutions, c'est une évolution qu'on a partout, dans plein d'endroits de la francophonie. Et ce n'est pas parce que vous êtes au Québec, loin de la France, que vous parlez mal. Mais je me demande même si le ne n'a pas disparu depuis longtemps. Et s'il n'est pas rétabli par l'école. Je vous invite à lire le journal d'Héroard, qui était le médecin du jeune Louis XIII. 2000 pages de pipi et de caca. Car c'était le médecin du jeune Louis XIII, il a tout noté, ce qui concerne le jeune prince, de 0 à 9 ans. Donc, on gagne des années de paradis à lire cela. On nous épargne aucun caca, aucun rhume, aucun pipi. Mais il a noté tout ce que le jeune prince, c'est un prince tout de même, a dit depuis ses premiers mots jusqu'à 9 ans. On a, c'est inouï, le témoignage d'un enfant, pas n'importe quel enfant, ce qu'un enfant disait au début du XVIIe siècle. Que dit le jeune prince ? Papa veut pas. Je veux pas. Papa, il va pas à la chasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi de ne chez le jeune prince, qui, devenu Louis XIII, et ayant eu des précepteurs, a appris qu'il fallait dire non. Donc je prends ma casquette de diachronicien, c'est une hypothèse un peu folle que j'ai, qui est que le ne serait tombé depuis longtemps et serait rétabli uniquement par l'école. Enfin, c'est mon idée. Et donc, en fait, les puristes sont des grands ignorants. Il n'y a pratiquement pas de ne, en français. Je ferme la parenthèse, c'est moi qui vous interroge, mais c'est pour vous dire que vous avez tout à fait raison de dire très calmement qu'il est dans la langue française des phrases ordinaires sans ne. Et ça, ce poids d'un certain purisme ou de certains grammairiens, on le voit aussi pour la féminisation des noms de métiers, puisque des féminins comme autrice, ambassadrice, philosophesse existaient bien en français classique, et c'est au XIXe siècle que le féminin est devenu conjugal et que la préfète était l'épouse du préfet et l'ambassadrice l'épouse de l'ambassadeur. Et il a fallu, il a fallu 3 siècles pour que les femmes retrouvent leur titre au féminin, puisque le genre en français, donc il y a 2 genres, masculin-féminin, il n'y a pas de genre neutre en français, c'est pas comme en latin ou en allemand ou en russe, donc il est relativement arbitraire pour la table et le fauteuil, mais il tend à être interprété comme genre social pour le cas des humains. Et si on dit le chirurgien, on voit un homme, et si on dit la chirurgienne, on voit une femme. Donc cet enjeu de féminisation des noms de métiers est assez important, et on peut montrer que ça va de pair avec l'accession des femmes à certaines professions. Et quel est le mode d'emploi de votre grammaire, du coup ? Parce que tout le monde ouvre une grammaire pour rechercher de la norme, on ne peut pas s'empêcher. Même un dictionnaire, même le Petit Larousse, on l'ouvre pour savoir si un mot est au dictionnaire, comme on dit. Et s'il y est, on est rassuré. Donc on va ouvrir cette grammaire dans un état d'esprit forcément un peu normatif. Donc comment l'utiliser ? Ça dépend de ce que vous cherchez et ça dépend de ce que vous savez. Bon, alors on m'a dit, moi j'ai pas à vérifier encore parce que j'ai pas eu le courage, on m'a dit qu'on s'y retrouvait très bien dans cette grammaire. En allant d'un endroit à l'autre, on trouvait toujours la réponse. Donc, je suis obligée de vous transmettre ce qu'on m'a dit, parce que il y a beaucoup de renvois internes. Voilà, on va d'un endroit à l'autre avec beaucoup de renvois. En plus, il y a quand même un index qui est très généreux, très utile. 1500 termes avec des mots que vous pouvez trouver, des mots, par exemple, endéant, c'est une préposition qu'on est utilisée en Belgique et au Luxembourg, et ça veut dire jusqu'à, mais il est utilisé aussi en République du Congo, en Rwanda et au Burundi, pour des raisons qu'on peut imaginer. Donc vous avez des mots comme ça particuliers, des mots
grammaticaux, on va dire des mots-outils, mais vous avez aussi toutes sortes de notions grammaticales, comme le passif, le nom, l'adjectif, le verbe, le conditionnel. Et vous avez aussi des noms de villes, des noms de pays, qui sont les endroits où on a puisé la source et les exemples. Donc si vous voulez savoir ce qu'on dit de Lille, par exemple, vous avez Lille dans l'index et vous avez des exemples qui viennent de Lille. Et souvent, c'est un petit peu la conclusion qu'on a à partir une fois qu'on a fait ce grand panorama, et ça rejoint un petit peu la question de Bernard tout à l'heure, le ou les Français. On s'aperçoit que ce qu'on trouve à un endroit, par exemple à Lille, il y a eu un corpus qui a été constitué dans les années 80 où Jacques Paul notait à l'oral des tournures comme Alexandre, il s'appelle, plutôt qu'il s'appelle Alexandre, une espèce de, on va dire, de mise en relief, de focalisation de l'objet. On dit l'objet, il doit être après le verbe. Il y a des constructions où l'objet est en premier, et où affreux que c'était avec ce fameux que. Le laver, il faut. Voilà, on peut mettre toutes sortes de compléments. Et donc ça, c'est le corpus de Lille-Bruxelles. Et quelques années plus tard, mais pas vraiment longtemps après, un autre linguiste, donc Frédéric Sabiot, collectait exactement le même genre d'exemple. Une antenne, ils lui ont jeté sur la tête, 3 heures, et ça a duré, autour d'Aix-en-Provence. Donc ça montre que ce qui était quelque chose d'oral, qui n'avait pas été observé, qui n'avait pas été étudié en tant que tel, en fait, on le trouve un peu partout. Et un autre exemple aussi que j'aime bien, c'est la variété des mots intensifs pour dire très. Donc les jeunes disent trop, et en Belgique et sans doute à Lille on peut dire fort, voilà, fort bon, fort bien. Et bien des collègues de Nouméa en Nouvelle-Calédonie nous ont dit est-ce que vous avez parlé du français calédonien? Et nous on dit dites-nous ce que vous entendez par là. Ils nous ont dit nous on dit pas très, on dit fort, et ils en étaient très fiers de leur, mais on les a un peu déçus en disant vous savez fort on l'emploie aussi ailleurs. Et tous leurs traits de calédoniens, ils disaient aussi non, on dit on va promener plutôt qu'on va se promener. Et ça s'entend en Bretagne, ça s'entend ailleurs. Et donc c'est plutôt rassurant qu'on trouve à différents endroits de la francophonie les mêmes genres de variantes. Ça c'est pour revenir à un petit peu ce que Bernard disait tout à l'heure. On a la norme, c'est vrai qu'on ne l'ignore pas, qu'on la signale, etc. On ne peut pas dire qu'on est une grammaire de la norme, parce que contrairement à une grammaire comme Grevis, par exemple, il serait impossible de sortir tous les exemples normés et de dire ça me fait une grammaire, à l'exclusion du reste. C'est pas vrai, ça fait pas une grammaire. Vous voyez, c'est des petits bouts, mais ça fait pas une grammaire. Et c'est pour ça que quand Bernard demande si c'est le français ou les français, oui, on a de la variation, oui, on signale des usages qui sont dans l'ensemble de ce sur quoi on a pu mettre la main, des données sur lesquelles on a mis la main. Mais en aucun cas, on ne prétend que, je sais pas quoi, moi, le français d'Aix-en-Provence, c'est le français d'Aix-en-Provence, et qu'il n'est pas parlé ailleurs. Ce qu'il va y avoir, c'est quelques traits qui seront peut-être spécifiques disons, de la Provence. Mais c'est tout ce qu'on pourra dire. Ça ne vous fera pas une grammaire. Donc, en fait, on a un français avec ici ou là, des variantes. Enfin non, en fait, il y a beaucoup de variantes. Simplement, c'est jamais les mêmes. C'est pas les mêmes endroits. Vous voyez, ça fait pas un tout. Il y a un grand système. Voilà. Il y a un grand système et puis des endroits quelques endroits de variation, mais voilà. Mais peut-être 80% de commun et 20% de variables, quelque chose comme ça pour la grammaire ou les mots grammaticaux. Voilà. En fait, c'est une grammaire, donc j'insiste, descriptive. Vous décrivez toutes les variations possibles en français. Et j'aurai une question tout à l'heure à ce sujet. Donc les variations sociales, géographiques, diatopiques, comme on dit, toutes les variations. Toutes les variétés. Et puis vous notez qu'une variété à chaque fois est la variété considérée comme de bon usage.
On pourrait dire ça d'ailleurs. On pourrait presque, par exemple, quand une chose ne se dit pas, vous mettez un astérisque. Ça, c'est quand c'est pas possible. Quand c'est pas possible, même... j'y reviendrai. Ne se dit pas, c'est pas possible, très bien. Quand c'est hors norme, vous mettez un point d'exclamation. Moi, je pense que vous auriez dû faire comme le Michelin, mettre un macaron pour ce qui est de la bonne norme académique. Vous voyez, moi j'aurais vu ça, un point d'exclamation pour dire ça c'est hors norme, mais ça s'entend. Un astérix, ah non ça s'entend pas du tout, et j'y reviendrai. Et puis 1, 2, 3 macarons, comme les restaurants, en disant ça c'est chic, ça c'est vraiment chic, ça c'est, vous voulez parler comme un académicien, parlez comme ça. Vous seriez d'accord pour faire ça? C'est une petite amélioration que je propose. Non, c'est aller contre la liberté des gens. Tu sais, pour revenir au subjonctif, donc il y a une certaine norme qui dit il faut appliquer la concordance des temps. Et donc la concordance des temps, on l'applique. Il me dit qu'il vient ou qu'il viendra. Il me disait qu'il viendrait. Voilà, on applique à l'indicatif. Ou je le vois qui arrive, je le voyais qui arrivait. À l'indicatif, on l'applique spontanément, cette concordance des temps entre le verbe de la principale et le verbe de la subordonnée. Mais au subjonctif, ça devient difficile. Il aurait fallu que vous veniez, il aurait fallu que vous me préveniez. Vous n'allez pas dire que vous vinciez ou que vous me prévinciez. Donc on le note, cet imparfait du subjonctif. On dit qu'aujourd'hui, il a un emploi ludique. Donc on l'emploie pour s'en moquer en fait. Donc un exemple de San Antonio, mes aïeux, il aurait fallu que vous la vissiez. Avec ce jeu sur visser et voir, mais voilà, c'est devenu ludique, ou alors archaïsant. Des fois, on a des emplois comme ça qu'on est obligé de noter comme archaïsant parce que c'est plus l'usage actuel. Et donc, le grammaire descriptive qui décrit au passage la norme sociale. Grammaire descriptive. Alors, là, on progresse dans votre originalité. J'en ajoute une maintenant qui est votre objet. On a vu déjà la façon de considérer l'objet. Mais l'objet, c'est-à-dire, quel est le français que vous décrivez? Et votre originalité, elle est triple pour moi. C'est du français défini dans le temps, dans l'espace, francophonie, et dans la nature. Alors, d'abord dans le temps. Et ça, c'est une petite critique que je vous permets parce que je suis diachronicien. 1950, depuis 1950. Alors, je comprends bien que vous ne décriviez pas la langue depuis 1850. Bien, d'accord. Mais 1950, c'est pas un peu vieux pour le français contemporain? Pourquoi ne pas? Parce qu'il y a eu des grammaires. Larousse a publié une grammaire du français contemporain, vous la connaissez très bien. Il y a eu des grammaires synchroniques, structurales, des grammaires, on dit en linguistique synchronique, pour dire ce qui est dans le même temps que nous, synchronos. Alors, pourquoi ne pas, je me fais l'avocat du diable, pourquoi ne pas une grammaire vraiment du français contemporain? Et pourquoi avoir pris cette profondeur de champ de 1950? Je n'ai pas trouvé la réponse dans votre grammaire. Je suis content de l'avoir ce soir et d'être venu pour cela. Je crois qu'on n'a pas voulu créer un fossé artificiel. Il y a quand même un flux de la langue. Et dire 1950, peut-être c'est un petit peu plutôt 1960 qui commence à y avoir réellement un fossé. 1950, non. Mais je vais vous faire une confidence. 1950, ça nous permettait de récupérer des écrivains comme De Gaulle. Et Raymond Queneau. Voilà. Merci. En fait, on a commencé en 2002, il y a tout juste 20 ans, et on s'était dit, on prend un demi-siècle. Voilà. Et 1950, c'était donc l'après-guerre, et il nous semblait que c'était raisonnable comme en temporel. Et puis évidemment, en avançant dans l'écriture de la grammaire, on a continué à mettre à jour. Donc on a des exemples qui datent de 2020, 2021. On a le pronom yel, on a l'écriture inclusive, on a inclus les écritures numériques, les émoticônes. Le corpus a avancé avec nous, mais on a voulu être toujours à jour jusqu'au dernier moment. Et avoir De Gaulle, citer ça à Lille, c'est bienvenu aussi. Et Zazie dans le métro, oui. Et les travaux de Queneau sur le français contemporain, en 1953, c'est son premier texte sur ce qu'il appelle le français avancé, qui a tellement avancé que c'est notre français de nos jours. Mais je reviens.
Est-ce que ce n'est pas trop un demi-siècle? Est-ce qu'il n'y a pas eu des changements tels que... Justement, ça permet de voir des évolutions. Par exemple, parce que les collègues qui collectent des corpus oraux, donc à Montréal, dans les années 70, refont les mêmes genres d'enregistrements dans les années 90. Donc ça, c'est au Canada. Et à Orléans aussi, on a une série d'enregistrements des années 70 et une série d'enregistrements plus récents du début des années 2000. Et on peut comparer de façon quantitative. On peut voir comment ne diminue pour le français de France. Au Québec, il avait déjà disparu. On peut voir comment le futur en allée progresse. Il n'était pas majoritaire dans les années 70, il l'est devenu dans les années 90-2000. On peut voir comment les questions aussi changent, les questions avec mots interrogatifs en début de phrase. Hein, quand viens-tu, quand est-ce que tu viens, l'autre variante, tu viens quand, avec le mot interrogatif en fin de phrase, est devenu aussi majoritaire. Donc on voit des évolutions dans cette empente temporelle. Mais c'est plutôt Pardon. C'est plutôt en termes de pourcentage. Oui. C'est pas des évolutions. Les deux coexistent. C'est pas des évolutions brutales en fait. C'est une évolution historique néanmoins. Voilà. Oui. Ce qui se poursuit. Oui. Ça, je crois que c'est important parce que même aujourd'hui, comme on sait bien qu'on peut dire. On ne dit pas « je ne vois », mais on dit « je ne sais ». Et ça, c'est un reste. Et donc, à toute étape de la langue, il y a des restes des étapes antérieures, plus ou moins figées, mais il y a des restes. On a un collègue qui appelle ça des moraines. Ce sont les moraines de la langue. Et puis Daniel, en 1950, toi et moi, nous parlions déjà. Et donc, c'est notre français, et nous l'avons vu évoluer. Oui, je ne parle pas de ce bébé là, qui est né, mais nous avons vu ce français évoluer. Oui. Bien sûr. Oui, c'est vrai pour nous. Je ne sais pas quoi, De Gaulle, mais aussi Camus. Camus, mort assez tôt quand même par rapport à notre grammaire. Donc, on a quand même comme ça permis à certains écrivains qui ont été importants de figurer dans notre grammaire. Mais c'était Et Céline, pour la langue, pour la syntaxe? Moi je déteste Céline, alors me demandez pas. Mais on l'a inclus, moi je suis pas... À cause des traits d'oralité, justement. Oui, mais c'est du faux oral. Qui le dit. Il y a ce que quand même qui dit. On a des exemples de Céline. Daniel, je suis d'accord avec toi, c'est du faux oral. Oui. Si l'on veut lire un écrivain qui utilise la langue orale, il faut lire un génie, Alphonse Boudard. Oui, c'est vrai. Boudard, lisez Boudard. D'abord, Boudard, il était du bon côté. Voilà. Hein, donc, ça fait plaisir. Puis c'était sa langue. Il était résistant. Et puis, c'est sa langue, c'est une langue populaire, c'est de la belle langue familière, Boudard. C'est très bien. Céline, c'est tout Voilà. Enfin, c'est ce que... Mais, il y a de la syntaxe. Il y a de la syntaxe. Alors ça, c'était pour le temps. Vous voyez, c'est important parce que votre grammaire n'est pas une grammaire synchronique. Or, dans les années 60, c'était la mode de dire on ne décrit que ce qui est actuellement. Vous avez bien vu quand on veut bien décrire un phénomène de langue, il faut une dimension historique. Vous prenez un demi-siècle, c'est correct. Et puis on fait des rappels. Par exemple, souvent, on a tendance, parce qu'on ne l'avait pas observé avant, de se dire « Ah, ça c'est nouveau ». Ah ça, c'est les jeunes. Donc, par exemple, le comment exclamatif. Normalement, comment est interrogatif, comment tu vas, et puis c'est comme qui est exclamatif. Comme c'est beau, comme c'est triste. Et puis on a ce comment il m'a parlé. Et ça, c'était considéré comme typique des jeunes, mais en fait, on le retrouve avant. Donc on a quelques rappels en disant déjà chez Marguerite de Navarre, on avait un comment exclamatif. Donc on s'autorise quelques rappels. Par exemple, ce malgré que, il n'est pas récent, on l'avait déjà avant. Donc on a quelques rappels comme ça. Oui, il faut rappeler que les puristes, non seulement sont des sots, mais des grands ignorants de l'histoire de la langue. Tout ce que on remarque aujourd'hui en disant c'est horrible, souvent est attesté. Tu as cité autrice. Je me rappelle Finkielkraut disant autrice, quelle création abominable. Et dans une émission que je faisais avec Féco, je fais voir que autrice est attestée au 15e, 16e siècle depuis toujours. Donc, c'est important d'avoir la dimension historique. C'est très important pour ça. Alors, ça, c'est le temps. Alors, il y a une chose qui m'épate dans votre grammaire, c'est l'espace. On n'avait aucune limite pour l'espace. Ben voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y avait pas de raison. Ben voilà.
puisqu'on a 33 pays dont le français est la langue officielle, mais on a aussi des pays très francophones comme l'Algérie où le français n'a pas de statut. C'est la première grammaire qui prend cet empan. Donc voilà, on prenait tout ce qu'on pouvait trouver, et voilà, tout ce qui... Voilà, c'est ça. C'est quand même une limite, c'est-à-dire qu'on s'est servi de tout ce sur quoi on pouvait mettre la main, tous les corpus, tous les articles, etc. Il y a quand même des endroits pour lesquels on n'a pas énormément d'informations. Saint-Pierre et Miquelon, Tahiti, on a des trous quand même. Et bon, on n'avait pas le temps d'aller y faire du terrain, mais et on n'a pas amateurs. On n'a pas énormément de choses sur l'Afrique. On le regrette. Il fait froid à beaucoup. Saint-Pierre-et-Miquelon, il fait très froid. Oui, on le regrette beaucoup. On espère que dans une version ultérieure, ça sera mieux. On a un peu de français de l'océan Indien, Maurice, Réunion, mais on n'a rien sur Madagascar, par exemple. Ça n'a pas été... Voilà, l'université d'Antananarive n'est pas en très bon état. Et donc, il nous manque certaines informations. Mais on a recruté des collègues, justement, qui sont de ces pays-là et qui pouvaient nous renseigner sur le Québec, la Belgique, la Suisse, les Antilles. On a une spécialiste du Congo. Enfin, voilà, on a essayé d'avoir une équipe internationale qui pouvait nous avoir des données de première main. Mais ça, mes chers amis, c'est politique. Oui. Et oui, c'est politique au sens noble du terme. N'oublions pas que le français s'est séparé du latin au IXe siècle, ici même, dans l'espace corolingien, c'est-à-dire au nord de la France et au sud de la Belgique. C'est ça le berceau de la langue. Berceau, le français s'est détaché du latin, ici, entre l'île et l'autre côté de la frontière. Et pendant des siècles, les francophones ont été majoritairement ici. Puis le français est descendu un peu, il est monté un peu au nord, mais ils étaient toujours majoritaires. Et du coup, ils donnaient le là. Pendant des siècles, et jusqu'à aujourd'hui pour l'Académie française, la norme internationale, c'est le français de la bourgeoisie cultivée parisienne. Je cite Maurice Grovis. Le bon usage dit, nous prenons comme base l'usage de la bourgeoisie parisienne cultivée. Voilà. Donc, pendant des siècles, les Français et les Belges, les Wallons, étaient majoritaires, forcément. Mais il s'est passé, autour des années 1960, un fait qui est passé inaperçu et qui aurait dû faire les grands titres des journaux. Ils sont devenus minoritaires en francophonie. Il y a plus de gens qui parlent naturellement le français de façon maternelle en dehors de la France et de la Belgique qu'à l'intérieur. Et ça trouble les choses. Ils sont majoritaires, ils ont leurs propres normes, et vous citez dans la grammaire le français standard d'ici, qui est la norme québécoise, qui vaut bien la nôtre. Et surtout, ils ont des innovations intéressantes pour tout le monde. Tu citais la féminisation des dons de métier, c'est le premier, à ma connaissance, changement linguistique né en dehors des frontières, puisque c'est au Québec qu'on a commencé légitimement à féminiser toutes les professions. On a là un changement linguistique venu d'ailleurs. Ça en dit long sur la norme qui est maintenant plutôt une polynorme au sein de la francophonie. Et il faut en tenir compte. Et votre grammaire, c'est la première grammaire à prendre le français dans sa mondialité. Bravo. Mais, du coup, quid de la norme ou des normes et des variations? C'est-à-dire que tout se met à bouger. Et je vais arriver à ma question perfide de tout à l'heure. Oui, on nous a d'ailleurs fait remarquer, des Québécois, que c'était très difficile de distinguer entre ce qui était régional standard ou régional non standard. Parce qu'en plus, ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, que faire? Parce qu'on a un signe qui veut dire régional, c'est-à-dire qui vous prévient que
c'est dans certaines régions, donc on dit lesquelles, ou certains pays, mais ce ne sera pas compris partout. Donc par exemple, les Québécois ont un tu, enfin un tu qui prononce tu un interrogatif. Donc il y a, je sais pas, le gouvernement te donne-tu beaucoup d'argent, et ça c'est pas compréhensible en dehors du Québec. Donc on a un signe pour ça, pour dire attention, c'est lié à une région. Mais est-ce que c'est stigmatisé ou non? Est-ce que c'est considéré comme non standard là-bas? Il faut le demander. Donc ce dessus, non, on n'est pas considéré comme stigmatisé. Je crois que malgré que non plus, n'est pas stigmatisé. Ou les Québécois utilisent pas mal si j'aurais su. Voilà, le si plus conditionnel qui est très ancien et qui est non standard et qui est mal vu en France, mais c'est devenu assez courant chez eux. Et donc à chaque fois, il faut se poser la question par rapport à la norme locale, comment c'est perçu. Et ça, c'est aussi tout un travail. Ouais. Donc c'est un grand gâteau feuilleté que vous nous offrez là. Un grand gâteau feuilleté, parce qu'il y a le feuilletage géographique, la France, mais aussi le Québec, le Sénégal, ainsi de suite. Mais c'est feuilleté dans chaque pays aussi. La variation est universelle. Oui, parce que par exemple, moi je ne connaissais pas très bien le Québec, mais on a la partie, comment ça s'appelle, le français laurentien, le français acadien. Donc on a déjà deux variantes très différentes. Et puis on a un ou deux exemples qui sont de l'île aux Coudres, qui est un endroit particulier, et ça, on nous a dit, non, mais ça, c'est seulement l'île aux Coudres. Oui. Ou ça, c'est voilà, sur telle rive du Saint-Laurent, mais pas ailleurs. Donc, il y a des micro-variations. Hein, Alors, donc, votre objet est original sous le regard du temps. C'est un demi-siècle d'évolution du français. Il est original, votre ouvrage, sur l'espace, puisque c'est la première grammaire qui décrit tous les Français, ou le français dans toutes ses variétés, mondialement. Et puis, troisième originalité qui fait mon admiration, c'est la nature du français. Traditionnellement, une grammaire décrit le français écrit. Traditionnellement. Alors, certes, quand on lit Vaugelas, on voit bien que Vaugelas décrit la langue des salons, la langue de la bonne conversation mondaine. Mais c'est une langue qui est en fait écrite. On parle comme on écrit au XVIIe siècle. Et les grammaires ont toujours été fondées sur les auteurs, et même les bons auteurs. C'est le cas de Grevis, qui prend... Alors, de plus en plus qu'André Gauss a succédé à Grevis, on a rajouté Saint-Antonio, ainsi de suite. Mais globalement, c'est la littérature. Et donc, je dirais que, jusqu'à nous, la grammaire est une grammaire du français écrit. Du français écrit normé, ou du français écrit un peu moins normé, Saint-Antonio, voire Céline, ou vous avez vu que j'adore Boudard, ou mon bien-aimé Boudard. Ce qui est formidable dans votre grammaire, c'est que vous cassez tout ça. D'abord, vous prenez en écharpe l'opposition oral-écrit. Et vous faites une grammaire de l'oral. Et il faut bien voir que dans l'histoire de la grammaire, l'oral, c'est l'inconnu, c'est l'extérieur, c'est ce qui est généralement considéré comme relâché. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle, que dis-je, le début du XXe siècle, pour qu'on se préoccupe des régularités de l'oral, avec Henri Bauche, avec Damourette et Pichon et d'autres. Et puis après les travaux du groupe Aixois. L'oral était toujours du non grammatical, du relâché, de l'improvisé. Et puis, il a fallu attendre des linguistes qui ont dit non, il y a des règles dans l'oral, il y a une grammaire de l'oral. Et vous prenez très naturellement l'écrit, l'oral, et comme vous êtes des variationnistes dans l'âme, vous prenez en charge la variation de l'oral. Il y a des oraux, même de bonne tenue, et puis de moins bonne tenue. Il y a l'oral du bistrot, il y a l'oral du concours. Et donc je voudrais vous faire intervenir là-dessus, parce que je trouve que la façon dont l'oral est au cœur de cette grammaire est une nouveauté absolue pour moi.
justement, ce qui est nouveau, c'est qu'on pouvait enregistrer cet oral. Donc, on a pris l'oral au sérieux à partir du moment où on a pu l'enregistrer et l'écouter et observer les régularités. Mais il nous fallait ce matériel. Et effectivement, on a des corpus oraux très différents. On a des corpus qui ont été enregistrés. On a des corpus de radio et de télévision, qui sont accessibles ou qui nous ont été transmis. On a des corpus d'entretien enregistrés. Donc, quand on interviewe quelqu'un, quand on lui demande de parler de ses études, de son travail, souvent c'est un oral assez soigné, un peu la langue du dimanche. On se présente bien, voilà. Et puis on a aussi un oral plus conversationnel où c'est pas nous qui les avons constitués, mais des collègues demandaient à des amis de parler librement ou même dans leur cuisine. Enfin, on a vraiment des oraux différents enregistrés et en différents endroits de la francophonie. Il y avait un projet qui s'appelait justement Phonologie du français contemporain qui visait à collecter la prononciation des gens, mais nous c'est aussi leur construction qui nous intéresse, dans vraiment une centaine de points de la francophonie, dans des villes de France très différentes, dans des villes de Belgique, de Suisse, d'Afrique, du Canada. Donc on a toutes ces variétés d'oral. Et on a aussi une grande variété d'écrits, parce qu'on a des écrivains, au sens de la littérature, mais avec les bandes dessinées, les romans policiers, tout ce que vous voulez, mais on a aussi des historiens, des philosophes, des auteurs et des autrices assez différents. On a des textes de loi, on a des avis du Conseil d'État, on a des journaux, tous les écrits journalistiques, avec des éditions régionales qui souvent ont un français qui est beaucoup moins académique que les journaux parisiens. Et puis on a toutes les écritures numériques, donc effectivement les tweets, les forums, les SMS. Donc l'écrit a un peu volé en éclats, l'unité de l'écrit a volé en éclats aussi. Ça c'est vraiment du 21e siècle. Oui. Et donc, vous avez un objet qui est la langue française, qui est là aussi feuilleté dans sa nature, comme il est feuilleté dans l'espace, puisqu'il y a des écrits, des oraux, et que chaque support a sa langue pratiquement. On écrit un tweet d'une certaine façon, un courriel d'une autre façon, avec les abréviations, avec les constructions, ainsi de suite. Et c'est la première fois qu'une grammaire rend compte de tout cela. Alors, j'arrive à ma question d'avocat du diable, car je crois ça va être votre réponse, c'est-à-dire que si tout bouge, si tout est varié, si tout est feuilleté, qu'est-ce qui fait l'unité de tout cela ? On a dit tout à l'heure, en ouverture, j'ai dit, quel français au singulier ou au pluriel parlons-nous ? Mais qu'est-ce que la langue française ? Bonne question pour les 2 heures qui viennent. Oui. Qu'est-ce qui tient tout ça ? C'est D'abord, c'est l'intercompréhension. C'est la réponse traditionnelle quand il y a le passage de l'Italie à la France. Il y avait des dialectes. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais il y avait des dialectes qui étaient un petit peu différents. Puis à un point donné, on ne se comprenait plus. Mais entre les deux, on se comprenait. C'était comme une famille, d'accord ? Bon. Alors, quand même, c'est pas l'intercompréhension n'est pas totale. Je pense que, pour ma part, c'est surtout à cause de la phonologie. Parce que quand vous allez dans des endroits de la banlieue parisienne et que vous écoutez des gamins, quelquefois vous dites, qu'est-ce qu'ils disent là ? Alors, le débit, la rapidité du débit. La rapidité du débit, la phonologie, c'est pas la même. Bon, il nous faudrait pas énormément de temps pour l'apprendre, mais enfin, il faudrait quelques jours quand même pour s'y faire. Donc pour moi, c'est vraiment l'intercompréhension. Sur quoi elle repose, l'intercompréhension ? Elle repose bien sûr sur alors je ne sais pas si on peut dire des règles, il y a quand même des règles, même si ces règles sont relativement flexibles dans l'ensemble, elles apparaissent quand même dans la manière dont on parle. Parce que on avait, il y a quelques années, des collègues
qui voulait étudier l'oral et qui pensait qu'on ne pouvait absolument pas systématiser l'oral de la même manière que l'écrit. Parce qu'il y a beaucoup d'interruptions à l'oral. On commence un mot, on commence une phrase, on l'interrompt, etc. Mais je leur disais, d'accord, tu as interrompu, mais enfin ton reste, c'est quoi? C'est une moitié de groupe nominal quand même, c'est pas un ovni, d'accord? Donc oui, il y a des particularités de l'oral, notamment toutes ces interruptions, mais on parle quand même avec des mots, on fait que ces mots sont organisés en plus grandes séquences qui ont un certain sens, etc. Donc, c'est pas du tout des ovnis qu'on a à l'oral, d'accord? Donc, oui, l'intercompréhension repose quand même sur des caractères communs. Oui, c'est les catégories et les fonctions. On a tous des noms, des verbes, on a tous des sujets, des compléments, des passifs. Et voilà, quelques-uns ont des verbes passifs que n'ont pas les autres, mais on a cette même construction. Et donc on retrouve et les phénomènes d'accord et les phénomènes d'ordre des mots, on retrouve tout ça. D'ordre, parce que c'est vrai qu'il y a des phrases en français où le verbe est à la fin, des phrases en ensemble, il n'est quand même pas à la fin, mais bon. Mais c'est dans certains contextes, c'est pas n'importe où, c'est pas du hasard tout ça. Donc ça, c'est vraiment en commun. Moi, ce qui me frappe, et ça sera ma dernière remarque, ce qui est admirable dans votre grammaire, c'est que vous montrez que le français existe. Voilà. Non, mais que le français existe. Que qu'un système linguistique appelé français existe. Dit autrement, vous insistez beaucoup sur la variation, et je crois qu'on en a parlé largement ce soir, temporelle, géographique, de nature, ainsi de suite. Mais la variation est énorme, elle est grande. Elle n'est pas illimitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Et le grand talent, la grande vertu de votre grammaire, c'est de rendre hommage à la langue française. On ne peut pas dire n'importe quoi. En tant qu'oulipien, j'adore la combinatoire, mais j'aime aussi la contrainte dans la combinatoire, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas dire. Rappelez-vous Molière, Bourgeois gentilhomme, belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Et puis on commence à permuter. D'amour me font mourir, belle marquise, vos yeux. Molière avait bien compris, Molière était un grand grammairien, qu'on ne peut pas tout permuter. Dans Belle Marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Il y a des structures possibles et d'autres impossibles. De même que Paul viendra-t-il demain? Paul, il viendra demain? Demain, Paul, il viendra, et ainsi de suite. Si vous faites toutes les combinatoires, et nos deux amis le font, au chapitre de l'interrogation, vous allez voir que tout n'est pas possible. Il demain viendra. Il demain viendra. Eh bien, on ne peut pas. Eh bien, on ne peut pas. Et donc, en fait, vous nous montrez que, au-delà du bon usage, des normes sociales, etc., il y a des règles, comme en mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons qui sont agrammaticales, d'où l'astérix. Et donc, vous montrez que la variété est immense, mais qu'elle est cadrée. Et quand on regarde votre grammaire de près, on voit qu'elle est pas mal cadrée. Quand on regarde les variations québécoises, sénégalaises, lilloises, bruxelloises, c'est dans un registre assez limité au total. Le français existe et il est solide. Et donc, c'est vraiment très intéressant parce que vous jouez le jeu de la variation vraiment, librement, franchement, pour arriver à un système extrêmement solide, qui tient le coup, qui est en place depuis une dizaine de siècles et qui a de quoi tenir encore une bonne dizaine de siècles. Enfin, à mon avis, vous seriez d'accord avec moi? C'est une langue solide, le français. Hein? Effectivement, nous pensons que le français n'est pas en train de mourir. On n'est pas décliniste.
Alors, justement, et là, je dis que c'était ma dernière remarque, mais je rebondis, car le discours des pleureuses existe depuis le début du XVIIIe siècle. Le premier à dire que le français était fichu, qu'il allait disparaître dans une génération, c'était Voltaire, vous voyez, donc même Voltaire a pu se tromper. Mais le discours des pleureuses, on l'entend régulièrement. Lamennais, en 1854, dit « Dans quelques années, on ne parlera plus français ». Bien, et encore des gens disent, comment il s'appelle ? Jean-Marie Roire. Jean-Marie Roire, récemment, disait dans le Figaro, le français, dans une génération, fini. Bon, tranquille. Je suis le dernier, quoi. Pardon, je suis le dernier, je suis le dernier à parler. Bon. Alors, il y a tout ce discours qui est dérisoire, parce qu'il suffit d'attendre 50 ans ou un siècle, et on verra que dans un siècle, nous nous retrouverons ici et nous parlerons français naturellement. C'est dérisoire. Et ce discours est navrant. Mais comment contredire ce discours? Mais aussi par votre grammaire, en disant que la langue est solide, qu'elle ne permet pas n'importe quoi, et que ce que les jeunes des banlieues prononcent, ce qu'ils écrivent dans leurs tweets, c'est tout de même du français. C'est du français, d'une variété autre, mais c'est du français. Oui, c'est la richesse et la vitalité de la langue. Oui. C'est quand même... J'ai dit tout à l'heure que c'était surtout, à mon sens, les sons qu'on avait du mal à récupérer. Mais il y a quand même le lexique. Le lexique a une certaine... Bon, c'est pas vous avez bien compris que c'était pas exactement le centre de notre intérêt dans cette grammaire. Mais effectivement, il y a pas mal de variations, surtout pas mal de créativité dans le lexique. Alors, on ne sait jamais ce qui va rester, ce qui ne va pas rester. Ça, le parler jeune des années 50, dont on nous rebattait les oreilles, il a disparu. Il a disparu. Bien sûr. Voilà. Donc les phénomènes de troncation, de dire appart ou prof ou fac, ça c'est très solide, c'est très vivant, c'est très ancien. Et ce qu'on a de plus en plus, c'est le verlan. Ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le verlan tronqué, même voilà, le verlan c'est tronqué. un autre type de variation. Et on verra combien. Oui, mais ce n'est pas la mort de la langue française. Ah non, Les jeunes de banlieue ont utilisé le verlan. Et quand ils ont découvert que tout le monde disait les ripoux, ainsi de suite, laisse-béton, ils ont arrêté le verlan. Alors ils ont fait un autre verlan. Ils ont fait le verlan tronqué. Voilà. Femme, fameux, meuf, meufa, femme, ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, les jeunes, pour avoir leur langue de fratrie, utilisent des procédés linguistiques, d'ailleurs bien connus, puisque la troncation, elle est testée au moins depuis le début du XIXe siècle, des procédés linguistiques qu'ils utilisent, et quand ils voient que les autres le prennent, eh bien, ils utilisent d'autres choses. Tout ça, c'est dans l'ordre de la langue. Ce qui me frappe, c'est que tout ça est un gros système très solide, avec des variétés internes que vous avez décrites à la perfection, et votre grammaire est vraiment rassurante. Vous seriez d'accord pour dire que vous rassurez? Oui, ça fait partie des objectifs. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Et maintenant, place à la salle et aux questions. Et malheureusement, je dois partir, mais Véronique va me remplacer avantageusement. Bravo. Voilà. À bientôt. Avantageusement, je ne sais pas, mais je suis certainement moins optimiste que Bernard, à qui je souhaite un bon voyage, parce que plus je vieillis, plus j'ai l'impression, vous avez dit le lexique, où Bernard a dit « Ah, il y a le lexique, mais c'est moins important pour vous que le reste. » Plus j'ai l'impression de ne voir que des mots de la langue anglaise sur les magasins, dans le vocabulaire courant. Je cherche un exemple. Oui, mon frère cadet me disait tu vas à Lille et puis j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, ça va être le lancement de Cité Philo. Et il me dit ça va être le push-up. Alors je me dis mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors après je me suis dit oui il travaille chez IBM, etc. Et j'ai toujours tendance à me dire que si le lexique
des jeunes, alors vous avez parlé des jeunes, qui font des écoles de commerce aboutit à ce qu'on ne comprenne pas vraiment parce qu'il faut utiliser une autre langue, ou que même ils ont leur cours en anglais. Là, la langue française, elle est un peu malmenée de l'extérieur. Voilà, c'était une question de la réac de service. Non, mais c'est important, cette notion de contact de langue, puisque les langues sont en contact. Il n'y a pas de pays monolingue. Les langues sont toujours en contact. Donc le français est en contact avec l'anglais depuis le Moyen-Âge. Et dans des langues en contact empruntent l'une à l'autre. Donc il y a au moins le tiers du vocabulaire anglais qui vient du français. Donc souvent ces mots qu'on dit anglais venaient en fait de l'ancien français, de l'époque de Guillaume le Conquérant. Donc ils étaient devenus anglais et puis ils reviennent. Par exemple, ce mot standard qui vient de l'anglais. Le mot anglais standard vient de l'ancien français estandard. Voilà, donc c'était la bannière. Et donc les mots n'ont pas de frontières en fait. Et dans cette quand on enfin, je ne sais pas si la métaphore de l'emprunt est bien choisie, parce que si vous prêtez votre livre, vous l'avez plus. Mais si une langue emprunte à une autre, la langue d'origine a toujours le mot qui a été emprunté. Donc les mots anglais en français. Donc il y a eu une époque où c'était beaucoup de mots italiens. À la Renaissance, on a importé énormément de mots italiens, c'était la mode. Donc actuellement, il y a une dominance de l'anglais mondial, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe quand un mot anglais devient français ? Quand on dit, par exemple, le push-up, ça devient un mot français parce qu'il a un genre grammatical. Les mots en anglais n'ont pas de genre grammatical. Donc ça veut dire qu'il est francisé, comme si vous avez le verbe spoiler. En anglais, il n'y a pas de verbe en ER. Ça veut dire qu'on en fait un verbe en ER du premier groupe avec sa conjugaison. Donc, il devient français. Donc, en fait, c'est plutôt une richesse. Donc, on a aussi beaucoup de mots qui viennent de l'arabe ou d'autres langues. On a oublié qu'ils venaient de ces langues-là. Mais Bernard, qui vient de partir, a montré dans les mots immigrés avec Éric Orsena que peut-être 5% des vocabulaires viennent des Gaulois, et la plupart viennent vraiment d'autres langues et pas seulement du latin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse intégrer des mots venus d'ailleurs, parce qu'on les intègre et on les francise et ça devient des mots français. Alors après, on peut se demander dans quelle mesure la grammaire est affectée. Donc il y a des slogans, mais c'est des noms propres ou c'est des slogans qui mêlent des mots français et des mots anglais, enfin des mots d'origine anglaise et des mots comme c'est bienvenue in France à l'aéroport pour montrer un petit clin d'œil et c'est in au lieu dedans, où on a aussi des noms de marques comme les éditions du CNRS qui sont devenues CNRS éditions. Donc ça c'est un ordre un peu anglais, mais c'est un nom propre. Je veux dire, c'est juste un nom propre. Donc on a cet ordre anglais avec le nom le plus important à la fin, et puis en français c'est le nom, mais on ne dit pas de la chaude eau, on ne dit pas on dit SNCF Connect. Oui, mais c'est un nom propre. Voilà, les noms propres, ça influence pas la langue ordinaire. C'est un nom propre et c'est fait pour se faire remarquer comme un slogan, mais on dit par exemple un gâteau maison, on ne dit pas un maison gâteau, ça ce serait l'ordre anglais. Donc on ne voit pas vraiment de menace. Oui, quand même, du point de vue du lexique proprement dit, on peut être, je pense, légitimement agacé quand les journalistes utilisent des mots anglais, quand le mot français existe parfaitement là. Quand ça correspond à... Il y a deux situations. Si c'est une entité nouvelle qui nous arrive de l'extérieur, toute l'informatique, tout. Bon, on peut dire, c'est justifié d'emprunter le mot en même temps que la chose. Quand il y a exactement l'équivalent, quelquefois ça m'arrive d'être agacée. Mais si le mot reste en français, en général, c'est parce qu'il apporte une nuance de sens. Bon, tu parles, c'est la mode. Back-office, par comparaison. Si le mot reste en français, souvent il a un sens différent. Les Anglais sont surpris, par exemple, pourquoi smoking, chez nous, c'est une veste. En smoking, en anglais, c'est pas du tout une veste. Ou jogging, c'est un pantalon. Jogging, en anglais, c'est pas un pantalon.
Donc, de la même façon, eux, ils disent entrée, ils ont le mot entrée qu'ils écrivent comme nous, mais pour eux, une entrée, c'est le plat principal. Voilà, donc on change le sens des mots qu'on emprunte et qu'on francise. Et par exemple, moi, j'étais un peu perplexe sur le site du Monoprix parce qu'on me demandait de choisir entre faire les courses et faire le shopping. Et je me demandais quelle était la différence. Et en fait, les courses, c'est alimentaire et le shopping, c'est le reste, c'est les habits et la maison. Donc, on spécialise les mots, en fait. De la même façon qu'un follower, c'est pas un abonné, c'est différent. Donc, les mots qui restent, souvent, acquièrent un sens spécialisé qui, souvent, a vraiment peu de rapport avec le sens qu'il avait dans la langue d'origine. Donc après, il y a des modes, effectivement, et puis la langue fait le tri. On a le droit d'être agacé. On peut être agacé. On peut être agacé, oui. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine Ocean Viking. Voilà, il faut dire Ocean Viking. On a entendu tout. Océan Viking. On a entendu toutes les prononciations possibles. Et hier, on a entendu Ocean Viking, qui est la seule prononciation anglaise. Alors ça veut dire qu'ils avaient été repris pour arriver à « non, faut dire ça ». Donc c'est à la fois un effort d'emprunt et d'adaptation à ce moment-là à l'anglais. Mais enfin, on ne dit pas London, on dit Londres. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Voilà. À Montréal, on ne fait pas du shopping, on fait du magasinage. Ah, très bien. Et au Québec, il y a toute une politique pour ils n'ont pas l'Académie française, mais ils ont un office de la langue québécoise qui essaye de promouvoir et d'inventer des équivalents pour des réalités nouvelles, avec plus ou moins de succès, parce qu'on dit aussi la job à Montréal pour le travail. Donc, il y a d'autres anglicismes peut-être. Ouais, moi j'ai deux questions en fait. Alors la première, c'est vous avez travaillé sur 20 ans et en même temps votre projet c'est de faire quelque chose de descriptif à un instant T finalement, et donc comment on fait sur 20 ans pour avoir quelque chose qui témoigne en fait de toutes les pratiques du français. Donc ça c'est ma première question. Et j'ai une autre question par rapport à la norme, puisque le journal officiel régulièrement publie en fait, je pense que c'est au JO que c'est publié les réformes de l'orthographe par exemple. Et donc je voulais savoir, puisqu'il y a vous avez expliqué la quantité de variations possibles. Est-ce que vous savez comment les choix sont faits? Puisque finalement, cette norme qui est publiée, c'est celle qui s'impose dans l'enseignement, en fait. Quand vous parlez de la norme, vous parlez du vocabulaire? Pas seulement du vocabulaire, parfois de la syntaxe. De la syntaxe. Non, il n'y a pas de norme officielle. Il n'y a pas de norme officielle. Donc le vocabulaire, il faut savoir qu'il est infini, parce que le vocabulaire, c'est le lexique mental. Donc vous pouvez toujours former un mot à partir d'un autre mot, ça s'appelle la morphologie. Donc on a redécouvert le mot confiné, qui était un vieux mot du Moyen-Âge, et on en a fait confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinable, redéconfinable. Il y a vraiment une grande créativité, donc il ne faut pas croire que tous les mots sont dans le dictionnaire ou qu'un mot qui ne serait pas dans le dictionnaire n'existerait pas. Donc pour le vocabulaire, souvent on se reporte au dictionnaire. Les dictionnaires sont des affaires privées. Le Larousse, le Robert, voilà, ce sont des affaires privées. Il n'y a pas il n'y a rien d'officiel. Et le dictionnaire le plus complet à l'heure actuelle, c'est un dictionnaire en ligne collaboratif. Donc chacun peut y ajouter les mots qu'il trouve, mais il y a quand même une patrouille du dictionnaire qui veille. Si vous mettez un mot, on vous demandera d'expliquer son sens, sa catégorie, de mettre un exemple. Et ce dictionnaire des francophones, il a 500 000 mots. Donc, par comparaison, celui de l'Académie française en a 30 000 et le Grand Robert, Grand Larousse, c'est 100 000. Donc, 500 000 mots, et encore, tous les mots n'y sont pas. Mais c'est vraiment très, très vaste, le lexique. Et il n'y a pas de normes ou de règles qui vous dit ça, c'est du français, ça n'en est pas. Et heureusement, parce que le vocabulaire, comme la grammaire, c'est mental. Donc, il n'y a pas de borne et il n'y a pas...
L'orthographe, c'est autre chose, parce que c'est une convention, et il faut se mettre d'accord. Et à l'époque de Molière, c'était les imprimeurs qui imprimaient comme ils voulaient, donc c'était assez anarchique. Et la graphie de l'époque est pas très compréhensible aujourd'hui. C'était pas les mêmes lettres, c'était pas les mêmes usages. Moi et toi, c'était avec un Y. Enfin, il y avait toutes sortes d'autres lettres. Et on peut dire que l'orthographe du français ne nous aide pas. Le français est une langue considérée comme difficile et que des étrangers hésitent à apprendre parce que son orthographe est inutilement complexe. Et pourquoi elle est inutilement complexe ? Parce qu'elle n'a pas été réformée. Elle était réformée tous les 50 ans jusqu'en 1835 et puis ça s'est bloqué. Et il aurait dû y avoir une grande réforme en 1901 pour accompagner l'accès des petits-enfants à l'école publique, laïque et obligatoire. Et elle a été bloquée, cette réforme. Donc on est pris, alors que d'autres langues européennes mettent à jour leur orthographe pour qu'elle soit plus cohérente avec la façon de prononcer, avec les usages. Donc la seule réforme de l'orthographe qui a été officialisée, qui est recommandée et qu'on applique, c'est celle de 1990. Normalement, elle devrait être enseignée à l'école, aussi bien en Belgique aussi et au Canada, mais elle est quand même pas très appliquée puisque les médias, les journaux, les éditeurs ne l'appliquent pas. Donc là aussi, c'est un peu une occasion ratée, cette réforme de l'orthographe qui touchait quelques milliers de mots, c'était pas révolutionnaire, mais permettait de régulariser les pluriels en i, en s, mettre un s à des après-midi ou des week-ends, enfin sans s'occuper du pluriel d'origine ou sans s'occuper de l'origine du mot composé, de supprimer quelques circonflexes sur le u ou le i quand on les entend pas, et supprimer quelques doubles consonnes, et en régularisant, chariot, charrette. Mais donc il y a beaucoup de résistance sur l'orthographe, donc ça c'est un problème. Oui, vous imaginez par exemple qu'en espagnol et en italien, on ne met pas de PH à pharmacie. On met un D'accord. Pourquoi on a un PH à pharmacie ? Bon. Pourquoi un TH à théâtre ? Voilà, ça n'a aucun intérêt. Et ça, on ne rentre pas là-dedans quand on fait une réforme timide de l'orthographe qui s'appuie. Oui, on pourrait aller plus loin, mais c'est vrai qu'on trouve ça navrant que les cours de grammaire à l'école sont plutôt des cours d'orthographe. Et on n'apprend pas vraiment le système de la langue. Et des jeunes sortent de grande école sans savoir ce que c'est un déterminant ou une préposition, alors que c'est les mots les plus fréquents qu'ils emploient tout le temps. Et on a intérêt à savoir que ce CE, c'est pas comme ce SE. Et non, ils ont passé des heures à apprendre l'accord du participe passé qu'ils n'appliquent pas, puisque plus personne ne l'applique. C'est devenu un problème purement orthographique, on l'entend pas, et c'est quand même dommage. Voilà, donc ça fait partie de ce côté un peu graphocentré où on croit que la langue c'est l'écrit, on croit que la grammaire c'est l'orthographe. Mais... Et donc pour revenir sur les 20 ans, en 2002, quand on a commencé, on a voulu synthétiser tout ce qui avait été fait sur le français depuis 1950. Donc c'est tous les travaux depuis 1950. Et puis on a continué à intégrer tout ce qui se faisait sur les usages contemporains. Donc en fait on a 70 ans, c'est de 1950-2020 notre corpus. Et... on utilisait les données et les études, puisqu'il y a beaucoup de linguistes en fait de par le monde qui travaillent sur le français. Donc on épluchait les articles, les thèses, les mémoires. Enfin. Bonsoir. J'ai trouvé votre exposé passionnant et je vous en remercie. Mais question, j'ai compris que votre ouvrage était une sorte de panorama historique et géographique passionnant sur la langue française. Mais est-ce qu'il peut servir de référence, est-ce que c'est un outil de référence pour un prof de français, de primaire ou de secondaire ? Oui, tout à fait. Vous avez les tableaux de tous les pronoms, vous avez les tableaux de tous les mots interrogatifs. C'est fait aussi pour les profs. Et on a des collègues enseignants du secondaire et même du primaire qui s'en servent. On a une institutrice qui explique les temps verbaux. C'est compliqué en français, les temps verbaux. Il y a plusieurs façons de dire le passé, le futur, qui se servent de nos tableaux et avec nos exemples. Donc c'est tout à fait fait à destination des enseignants aussi, oui. Et pour vous rassurer, le plan est totalement traditionnel. C'est le nom, le verbe, l'adjectif.
Mais justement avec beaucoup de détails sur les différentes classes d'adjectifs. Voilà, c'est pas seulement les qualificatifs et les autres. Mais excusez-moi, ça donne quand même une possibilité d'envisager l'orthographe d'un mot d'une certaine façon ou d'une autre façon, non? Est-ce que c'est... On explique la dernière réforme, mais sinon non, on recommande, on propose pas, on propose pas. Non, on l'impose pas et on propose pas de nouvelles réformes. Bon, en fait, j'avais à peu près la même question, c'est-à-dire je l'ai acheté la Grande Grammaire. C'est magnifique. Et Bernard Cercolini le disait tout à l'heure, c'est vraiment un ouvrage. On le prend, on l'ouvre au hasard et c'est un bonheur intellectuel de le regarder. En revanche, c'est comme pour madame, moi quand je bute sur une phrase, je bute sur un mot, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher mon grévis, puis je cherche la bonne forme. Et là, je ne sais pas très bien je ne sais pas comment m'en servir en fait. Comme un outil. Je le lis comme un ouvrage, comme un plaisir intellectuel, mais comme un outil. Mais dans l'index, je sais pas comment faire. Vous ne trouvez pas le mot qui vous intéresse dans l'index? Oui, c'est ça, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Soit une forme grammatique, soit une forme dans grammatique. l'index, normalement, vous trouvez dans l'index, non? Dans l'index, j'ai peut-être pas bien regardé l'index alors. Mais si c'est pour une forme de verbe, on a quand même des conjugaisons du verbe. Mais... Non, parce que ce que disait Bernard Cercolini tout à l'heure, et je pense que c'est peut-être ça, dans une prochaine édition, c'était de mettre, comment dire, pas la norme, mais quand même d'indiquer quel est l'usage le plus, je sais pas comment appeler ça, le plus neutre. Il n'y a rien devant. Comment? Non, mais on le dit quand même quand quelque chose est... Parce qu'il suggérait de mettre un macaron ou... Mais non, il n'y a rien. Dans les exemples, quand il n'y a rien, c'est ce que vous dites. Ah d'accord. Bon, il n'y a rien devant. Quand il y a quelque chose devant, il faut regarder ce que c'est. Bon, je vais y retourner ce soir et je vais regarder. Mais par contre, vous pouvez nous écrire. Ouais, on a des adresses où vous pouvez écrire et nous poser des questions si vous ne trouvez pas quelque chose. N'hésitez pas à écrire. Parce qu'avec le livre, si vous achetez le livre, vous avez aussi un code pour avoir accès au site. Parce que c'est aussi un site que vous pouvez aussi être abonné au site. Mais si vous achetez le livre, vous avez accès au site. Donc il y a la version numérique. Et cette version numérique permet de naviguer encore plus facilement d'un endroit à l'autre, de faire des recherches en plein texte si ce n'est pas dans l'index. Non, vous l'avez. La version, à la fin du 2e tome, il y a un code. Et vous avez accès à la version numérique. Et ça vous aide. Et aussi sur ce site, vous pouvez poser des questions. Donc, grandegrammaire-du-français.com, c'est le site. Oui, votre travail me fait penser un peu à un travail équivalent dans le champ historique, même si je passe un peu du coq à l'âne, le travail qu'avait mené autour de l'historien Bouchon sur le récit national de la France. La France n'existant pas, bien sûr, à travers l'histoire, sous la forme qu'on veut lui donner. Et le récit qu'il mettait au point était un récit qui venait en contrepoint du récit officiel. Donc on n'aurait pas une histoire de France officielle. Une histoire mondiale, c'est l'histoire mondiale. Voilà, aussi, avec un feuilleté. Bon, je sais bien que là, c'est un objet historique. Voilà. Et je trouvais l'éclairage que vous donnez sur les phénomènes de langue et sur le fait que la grammaire normative est présente, mais mise en perspective des autres phénomènes, ça me paraissait tout à fait intéressant. Et puis, dernière remarque, sur le vocabulaire, vous avez abordé un tout petit peu. Est-ce qu'on sort vraiment indemne des tensions linguistiques qui affectent le vocabulaire? Par exemple, l'inflation du mot challenge alors qu'on a le mot défi. Je ne suis pas sûr du tout qu'on ne sort intact à être baigné sans arrêt dans ce vocabulaire anglo-saxon et qui relève de l'économie libérale ou ultralibérale de challenge. Voilà. Oui. Même s'il peut être francisé en le challenge, évidemment. Ça, vous m'amusez parce que hier, dans ma baignoire, j'ai dit challenge. Puis je me suis dit, wow. Pourquoi est-ce que j'ai pas dit défi? Parce que tout le monde se met à dire challenge. On fait comme les autres. Ça, c'est vrai. On s'imite les uns les autres. C'est comme ça qu'on apprend à parler. On continue à apprendre à parler toute notre vie en imitant les autres.
Et bon, les théories du changement, elles sont basées là-dessus. Il y a le groupe A qui parle d'une certaine manière, le groupe B d'une autre manière, puis il y a quelqu'un du groupe B qui veut imiter quelqu'un du groupe A, il se met à imiter, et ça marche ou ça marche pas dans son groupe. C'est comme ça que ça passe de l'un à l'autre. Donc c'est vraiment par imitation qu'on change. Pas seulement, mais aussi. Donc voilà. Alors, moi, je suis aussi irrité sur certaines choses. Alors là, on voit bien sur l'exemple de Challenge, on voit bien le fonctionnement anglo-saxon, le libéralisme, au-delà du mot, du langage, c'est une organisation de la société, c'est une manière de voir et l'économie et les échanges et la façon de travailler, enfin beaucoup de choses, et de penser. Alors ça mérite au plus haut point, mais bon, c'est vrai que moi j'ai une grosse allergie à l'anglais, qui était ma première langue vivante, mais je me suis mis à l'espagnol après, et je supporte absolument pas l'anglais. C'est comme ça. Non, alors, j'aurais un challenge quand même, je me le dis quelquefois, comme c'était ma première langue vivante, il faut déjà y en immersion pendant 6 mois, dans un pays quand même, pour pratiquer, non, mais lisez des polars, pour parler un petit peu plus fluide l'anglais que ce que je peux parler. Mais il y a quelque chose qui, je viens à ce que je voulais dire, qui m'énerve beaucoup plus. Ce sont des prononciations de mots qui n'ont aucun sens. Je vais vous donner l'exemple. Alors pour moi, ça date de peut-être 4-5 ans, pas plus. Le mot genre. Genre. Pour dire genre. Vous n'avez jamais remarqué? Alors moi je suis malentendant, je suis appareillé, et longtemps j'ai cru que c'est moi qui entendais pas bien. Et vous n'avez jamais observé, je suis seul, je vous étonne là? Non, il y a des... Bon, ou alors je suis malentendant, mais bon, je n'ai parlé avec certains. Moi, le mot genre est prononcé genre. Mais c'est pas le seul. Et ça, régulièrement, par des gens à la télévision. Ah non, moi je vous parle des moyens de communication, télévision, interview, quoi que ce soit. Mais j'ai pas d'explication. Alors bon, mais maintenant, si vous n'avez jamais entendu, il y a le R final, c'est étudié, mais il y a le R final, la voiture. C'est pas mon genre. Oui. Non, mais c'est pas juste. Alors c'est peut-être pas le genre non, comme non, ça. C'est le R final, c'est le R final. Il y a la voiture. Mais pour dire, ce n'est pas mon genre. Ouais. Si vous avez une explication, mais bon, non, apparemment, il faudrait demander à... Je le fais découvrir, alors soyez peut-être vigilants, parce que c'est un mot qu'on utilise, vous écoutez pendant 1 heure, n'importe quelle émission, le mot va sortir. Le R est très variable dans la francophonie, le R. Et le R final, effectivement, il tend à devenir guttural par certains moments. Mais le R, c'est un sport national, le R. Il y a vraiment plein de façons de dire le R. Le rouler, grasseiller... Le R, c'est toujours difficile, et les nasales aussi, le an, le un, oui, ça fait partie des particularités du français avec une certaine variété. Oui. Parce que si on suit la logique ensuite d'écrire comme on prononce, à la limite, genre qui vient du mot générique, du latin, on va l'écrire genre, ça n'a aucun sens. On va y mettre un J au lieu d'un G, j'en sais rien. Oui, en essence, vous avez raison. Il y a des gens qui justifient quelques bizarreries de notre orthographe en disant que ça permet de reconstituer les familles. Pourquoi on met pain avec P-A-I-N? Eh bien, parce que c'est la même famille que panier. Bon, la belle affaire, aujourd'hui, vous mettez en rapport pain et panier, vous? Moi, non. Bon, il y avait une question. Oui, moi je pratique professionnellement un pays qui a adopté une réforme orthographique, c'est le Portugal, donc qui a été négociée avec le Brésil. Elle prend d'une certaine façon, bien que plusieurs années après sa mise en place, on a toujours en petite note de bas de page après un éditorial dans un journal, cet article a été écrit conformément aux règles de la réforme orthographique. Moi, je trouve assez fascinant ce que vous racontez sur cette réforme de la langue française, enfin de l'orthographe française, qui n'est pas appliquée, qui n'est pas enseignée. Quelle est votre hypothèse sur l'état de ces résistances à la réforme orthographique en France? Voilà, parce que c'est la distinction, je crois. Voilà. Il y a aussi cette confusion entre l'orthographe et la grammaire, et entre l'écrit et la langue. Donc il y a toujours cette idée que on ne prend pas au sérieux l'oral et on ne prend pas au sérieux la façon dont on est prononcé. Il y a l'idée effectivement de créer de la distinction sociale, d'en faire un instrument de sélection. C'est facile de faire des dictées et c'est facile de corriger des dictées. Si on évaluait vraiment les compétences en grammaire des gens, ce serait plus compliqué, ce serait aussi plus intéressant. Mais voilà, quelles sont les différentes constructions? Leur demander, par exemple,
transformer des phrases déclaratives en interrogatives, transformer une interrogative en une autre interrogative. Dites-nous si ça a la même valeur, le même sens. Ça demande c'est plus intéressant, mais c'est aussi moins automatique et moins facile qu'une dictée. Mais la dictée n'est pas le meilleur instrument pour apprendre la langue ou pour apprendre la grammaire. Mais c'est vrai qu'il y a un conservatisme qui est hors de propos. Oui. Pour revenir sur... j'aime bien votre comparaison avec les ouvrages de Patrick Boucheron, le côté un peu iconoclaste, si vous voulez. Mais on a fait, je ne sais pas si c'est vraiment justifié, on a fait à Patrick Boucheron le reproche d'avoir vraiment trop choisi les événements qu'il estimait être fondateurs. On ne peut pas nous faire ce reproche-là. Nous, on a plutôt une vision d'exhaustivité. C'est plutôt ça, peut-être, qu'on peut nous reprocher, parce que c'est quand même pas un livre qu'on peut lire facilement, la grande grammaire, d'accord? Donc on n'a pas choisi les phénomènes, voilà. Il y a peut-être plutôt pléthore que pas assez. Bonsoir. Il y a quelques semaines est sorti, on en a parlé aux infos, des nouveaux mots qui pouvaient sortir dans le Larousse 2022. Et il y a un mot qui me vient comme ça, il y a le mot go, donc géo, mais qui vient pas du verbe aller en anglais, mais pour dire c'est ma go, donc en d'autres termes c'est ma copine, ou même le mot babtou, ou je suis dans la gênance, ce genre de mots. Mais voilà, j'ai 21 ans, c'est des mots que je vais utiliser et encore durant une soirée entre amis. Mais je ne me vois pas utiliser ce genre de propos à un dîner, je veux dire, de famille ou avec des personnes qui ont un registre sémantique beaucoup plus élevé. Quel est l'intérêt, en fait, d'intégrer ce genre de mots dans le Larousse et dans le quotidien de tout le monde? Pourquoi ne pas élever, entre guillemets, le vocabulaire de tout le monde au lieu de, à mon sens, de le rabaisser comme on peut faire à ce jour? Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que à la fois vous êtes sensible au fait que des mots différents s'emploient dans des situations différentes, qu'il n'y a pas de vrais synonymes, c'est des quasi-synonymes, et en même temps vous parlez de niveau de langue, comme si l'un était plus élevé que l'autre. Alors en tant que linguiste, on ne parle pas de niveau de langue, parce qu'on ne pense pas qu'il y a de hiérarchie. D'accord, on ne pense pas que c'est mieux ou c'est moins bien de dire voiture ou bagnole ou caisse, mais c'est vrai que certains s'emploient de façon, disons, neutre, et certains sont dans des situations plus familières ou de connivence. Et donc c'est très important d'être sensible à ce qu'on appelle des différences de registres. Donc on parle de registre formel ou soutenu, ou de registre informel. Alors le registre informel, suivant votre état d'esprit, vous allez dire c'est relâché, c'est plus bas, ou simplement dire je sais pas, c'est plus cool. C'est comme voilà, de tutoyer quelqu'un. Donc nous on fait pas un dictionnaire, donc je pense pas que vous ayez le mot go. Donc le mot go c'est intéressant parce que ça vient du franglais, ça vient du Cameroun. On verra combien de temps il dure, mais le but du dictionnaire, c'est quand même justement que vous retrouviez des mots qui sont employés, qui ont une certaine fréquence, et donc vous connaissez pas forcément le sens. Donc go, c'est pas transparent, tout le monde le connaît pas. Donc c'est plutôt le rôle du dictionnaire de renseigner sur des mots qui ont une certaine fréquence et qu'on risque de pas connaître, comme le pronom yel. Après, vous l'aimez pas, mais l'idée, c'est de renseigner. Donc, le but du dictionnaire ou de la grammaire, c'est pas de changer la façon dont parlent ou écrivent les gens. De toute façon, on peut pas. C'est la force motrice de la langue qui échappe en fait aux régulations. Mais c'est plutôt d'aider aux gens à communiquer, donc à se comprendre. Et c'est intéressant que go est pas les mêmes connotations que femme ou meuf ou fille ou copine. Et c'est intéressant que ça vienne pas de l'anglais pour une fois. Bonsoir, merci pour votre conférence. J'ai juste exposé un point personnel. J'ai enseigné au Canada pendant une année à Ottawa. C'est pas du tout une matière littéraire, mais beaucoup plus dans les sciences. Et j'étais surpris le jour où j'allais signer mon contrat. On m'avait posé une stricte recommandation de faire très 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 attention aux anglicismes
il faut les bannir pendant les cours. Il faut les bannir, faut punir les élèves, soustraire des points aux élèves qui les étudient, aux étudiants. Et donc, ma question, c'est que je trouve qu'en France, on ne se défend pas assez contre ces anglicismes. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Ça dépend ce que vous appelez anglicisme. Nous, on nous a dit que standard, c'était un anglicisme. Mais standard, ça vient du français. Et standard, donc c'est pas un anglicisme. Et ça fait longtemps que c'est dans la langue française. Et ça donne standardisé, standardisation. Donc savoir ce que c'est qu'un anglicisme, c'est pas évident. Et de toute façon, ça menace pas la langue. La langue n'est pas menacée. La langue, elle s'enrichit au contact d'autres langues. Oui, enfin, au Canada, on comprend au Québec qu'ils veuillent préserver leur identité, puisque ça fait partie de leurs objectifs. Mais ils sont bilingues, oui, c'est un pays bilingue, normalement. Oui, mais ils préservent l'identité de leur français. Moi, je comprends. Maintenant, si on m'avait demandé de corriger des élèves qui avaient fait un anglicisme, j'aurais pensé aux pauvres petits Bretons du 19e siècle. Non, ça, j'aurais pas pu. Bien, merci beaucoup. Il me reste à vous remercier l'une et l'autre de nous avoir présenté de manière si vivante une langue qui est très vivante. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents ce soir sur ce beau sujet, cette première pratique culturelle qui est le fait de parler. Merci, bonsoir. Oui, alors, vous avez quelques exemplaires de la grammaire, il y a même celui-là. Voilà.